Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 25 août 2025. Nous sommes 3 jours effectivement après PSG Angers qui a lancé la deuxième journée de Ligue 1, c'était vendredi soir. Nous sommes toujours dans le mercato. Donc ça, vous l'avez compris, ce sont deux des thèmes du soir. Mais nous sommes aussi à la veille de la deuxième séance de dédicace de Merci Paris, le livre que j'ai écrit avec les photos de François notamment et de Yanis de Culture PSG sur l'épopée européenne de Ligue des Champions. Donc, je vais me faire ma petite promo. Personne ne va le faire pour moi, donc autant que je me fasse plaisir. Et donc demain, je vous donne rendez-vous. Donc demain, ce sera mardi 26 août pour ceux qui écoutent en replay dans quelques jours. Donc c'est vraiment demain par rapport au live. À partir de 19h au Lou Pascalou qui est 14 rue des Panoyaux dans le 20e arrondissement de Paris. Voilà. On me dit on note la Rolex. Alors, ce n'est pas une Rolex, mais elle n'est plus d'état en état puisqu'elle a pourri de l'intérieur. Enfin bref, une longue histoire. Mais en tout cas, on est trois ce soir. Excusez-moi, j'ai oublié de présenter les podcasteurs du soir. Est-ce que Monsieur Mathieu Martinelli est de retour, bronzé et en pleine forme? Salut à tous, effectivement de retour. Voilà, ça, vous lui avez manqué, donc il ne pouvait pas ne pas revenir pour débriefer cet extraordinaire PSG Angers. Normalement, Daryl est là aussi. Bonsoir Daryl. Salut Philo, salut tout le monde. Voilà. Alors je vous explique en fait. On n'est que trois ce soir parce que j'ai eu une journée un peu longue qui a commencé il y a maintenant 17 heures. Donc j'ai dit on va faire à 3 comme ça sera plus court. Je m'excuse mais ça se passe un peu comme ça. Donc je disais demain séance de dédicace, la deuxième. Non, je pense qu'il n'y aura pas de troisième séance de dédicace puisqu'on me le demande sur le live, à savoir je rentre le surlendemain chez moi et je ne pense pas faire un aller-retour entre temps. En revanche, avec la réédition de Rouge et Bleu qui est prévue normalement pour octobre, il est probable qu'on fasse une séance de dédicace avec Damien, qui je coécris Rouge et Bleu, qui est donc le livre que j'avais sorti avec lui pour les 50 ans du PG. On va faire une réédition pour les 55 ans. Pareil qu'on va un peu parler Ligue des Champions dedans, entre autres, et peut-être même Super Coupe d'Europe. Mais bref, donc à ce moment-là, il est possible que je refasse une séance de dédicace, ou si vous ramenez votre Merci Paris, évidemment que je vous le signe, avec grand plaisir. Mais demain, c'est en théorie la deuxième et dernière de l'été en tout cas. Donc voilà, on me dit au Parc des Princes pour Noël la dédicace. Je suis pas certain, j'ai pas regardé le calendrier, je sais pas si le dernier match de l'année est au parc ou pas. En général, c'est celui que je fais. Voilà. On me dit, oh, bon, en plus, la personne qui vous conseille la dédicace au Parc des Princes a eu son lit dédicacé à domicile. Donc, c'est de la triche. Ça ne compte pas. Mais toujours est-il, demain, j'aurai des. Alors, le livre est en vente à 10 euros, enfin 9,90, donc j'arrondis à 10. S'il vous plaît, j'en aurai une centaine à vendre comme la dernière fois. Donc la dernière fois, c'est tombé tout pile le compte. Certains en ont pris un, deux, certains même trois. Je crois qu'une personne a pris 5. S'il vous plaît, je pourrais pas vous en vendre 20 d'un coup. Alors, je dédicacerai tout ce qui passe, il n'y a aucun souci. À partir de 19h en théorie, même si vous vous doutez bien que je serai là avant pour organiser un minimum. Mais je peux pas vous vendre la moitié de la pile ou 20% de la pile. Donc n'hésitez, si vous ne l'avez pas, je vous le vendrai avec plaisir. Mais s'il vous plaît, prenez du cash parce que j'aurai pas de quoi payer en carte bleue ou autre moyen, en chèque encore moins. Donc voilà. Toujours pas prévu de venir dédicacer en Suède. Non. Éventuellement, je ferai une séance de dédicace à Londres, si la librairie à laquelle j'ai écrit à Londres veut bien me répondre. Mais c'est à peu près tout. Et non, demain, je n'aurai pas la chemisette mythique, j'aurai le polo de la victoire à Munich, si tant est que je le retrouve. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que j'ai encore 5 minutes devant moi d'auto-promo, comme je vous le disais. Le Philo on Tour est fini après celle-ci, puisque, comme je l'ai dit, je rentre chez moi et je vais pas faire d'extra normalement. C'est où déjà? C'est dans le 20e arrondissement, dans un bar qui s'appelle le Loup Pascalou, c'est à Ménilmontant en gros. C'est juste à côté du métro, c'est au 14 rue des Panoyaux. Normalement, le compte Twitter a retweeté l'annonce du bar et je vous ferai une news demain sur le site avec toutes les informations et tout ça. Je trouverai tout le temps tout ça. J'espère en tout cas vous voir nombreux parce que la dernière fois, on a passé alors moi j'ai passé un excellent moment à parler avec vous, à vous signer les livres, etc., etc. Et donc c'était vraiment bien. On me dit sur le bar, large choix de pastis de mémoire. J'avoue que je n'en ai pas la moindre idée. Puisque la dernière fois j'ai bu tout simplement un verre d'eau en 5 heures et après une pinte très méritée. Donc je sais qu'il y a pas mal, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire et tout, mais j'avoue que je ne sais pas si le choix de pastis est large. Est-ce que Daryl sera présent au fait?
Tu seras là, Daryl, demain ou tu reviens pas cette fois-ci? Si. Ah J'ai bon? prévu de venir. D'accord, bah écoute, avec plaisir. Et Robin, bah écoute, sur le live, il n'y a pas de souci, tu te dis qui tu es. N'hésitez pas à signaler quand je vous signe vos livres ou quand on parle et tout, qui vous êtes. Là, une personne, Miguel, avec qui j'ai dédicacé la dernière fois un livre. Globalement, tous les pseudos, à force de les voir passer, je les connais et c'est avec grand plaisir que je partage quelques minutes avec vous. Alors je vous dis honnêtement, je partage pas un quart d'heure avec chaque personne parce que la dernière fois il y a des gens qui ont attendu 2h15, 2h30. Normalement, l'ami Blaise sera là demain. Il va venir de sa lointaine Normandie pour la séance. Doug Dada, pour ceux qui suivent les équipes de jeunes du PSG, qui est la personne qui suit alors j'ai suivi avec lui les jeunes depuis 2004. Aujourd'hui, bah, étant donné que je vis à l'étranger, je ne peux plus venir avec lui, mais il continue d'aller au campus, de faire les comptes rendus sur le site. Bah, tout à l'heure, il y a eu 2 articles publiés sur le site, c'était grâce à lui. Donc la légende sera là. Voilà. Mathieu, je ne sais pas si tu es en région parisienne ou si tu es déjà reparti, mais tu es évidemment le bienvenu. Non, désolé, je suis rentré ce matin. Ah Et là pour là. raison géographique, on va pas pouvoir se croiser. Je sais bien, je sais bien. On me dit, j'espère que tu parleras du match de Fabian Ruiz. Bah, il est évident que Fabian m'accompagnera et que signera lui aussi. Non, ça c'est pas vrai par contre. N'espérez pas voir Fabian Ruiz, s'il vous plaît. Il y a déjà des gens qui m'ont demandé où est Wanda. Wanda a été retenue en Argentine, donc voilà. Je serai moi. Je sais pas si François sera là aussi pour signer. La dernière fois il était présent, cette fois-ci je sais pas s'il pourra venir aussi. Est-ce que le maire du 20e sera là? Il me semble qu'il a dit qu'il passerait, mais je suis pas certain non plus. Pour les grands lecteurs du forum, visiblement le légendaire JTH sera de passage. Donc voilà. En tout cas, j'ai très hâte de vous retrouver à partir de 19h et jusqu'à tard. Le dernier, la dernière fois, a été signé à minuit et demi, une formidable histoire avec un date un peu raté sur la fin, mais en tout cas, voilà. Il n'y aura pas de vente de statuettes de Fabian. Non, j'aurai une mini Ligue des Champions et une mini Super Coupe d'Europe pour m'accompagner, en théorie, si l'ami Salif est pas trop en retard, mais normalement il sera là, il est plutôt du genre à l'heure. Voilà, on a fait le tour sur la séance auto-promo. Ah oui, non, pour ceux qui ne le savent pas, donc le livre revient sur l'épopée de Ligue des Champions du PSG de la saison passée. Ça, il coûte 10€, il fait 100 pages. Et il a été écrit... Bah d'ailleurs, est-ce que parmi ceux qui l'ont lu sur le chat, vous avez trouvé le moment dans le livre où je reprends une phrase que Mathieu a dite au cours de la campagne de Ligue des Champions? Si vous l'avez trouvé, bravo à vous. Si vous ne l'avez pas trouvé, bah, vous pouvez relire le livre ou le lire. Mathieu, n'ayant pas lu le livre à ma connaissance ou ne l'ayant pas encore récupéré, puisque je devais lui offrir et que je ne l'ai pas croisé, eh bien, il ne sait pas. Voilà. Mais en tout cas, il y a dedans une phrase de Mathieu qui est dans une des parties du livre que je vous laisse chercher. Est-ce que j'ai invité Bernard Lama? Non, mais il s'avère que il me semble que Bernard Lama était devant le bar complètement par hasard il y a quelques jours, mais il n'est pas disponible. Est-ce que c'est une phrase avec le mot purge? Non. Mais cherchez. C'est une phrase qui m'a très marqué lors d'un podcast et que j'ai réutilisé dans le livre sans le citer. Voilà. Mathieu, Daryl, vous avez une autre question? J'ai fait un peu le Je suis un tour. peu mécontent parce qu'au moins, quand je faisais les livres avec Romain Molina, il me citait à la fin. Bah oui, mais c'est comme ça. Hein. Il fallait le lire, Mathieu. Non, plus sérieusement, tu verras. Je t'expliquerai je t'expliquerai ce que c'est et tu comprendras pourquoi j'ai utilisé ça. Je pense que ça te fera plaisir en plus. Voilà. On me dit à ce rythme, il va faire une tournée mondiale. Dans 2 semaines, il annonce. Non, je vous avoue que une personne m'a tenté de me faire une séance de dédicace à la Fnac de Marseille. Je lui dis, ça va aller, merci. Je préfère profiter de mes vacances plutôt que de traîner là-bas. Allez, on va enchaîner en parlant on va rester dans l'élite. On va évoquer Fabian Ruiz évidemment et ce formidable PSG de vendredi soir. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, il s'agissait du premier match de la saison au Parc des Princes. Pour ceux qui n'ont vraiment rien suivi, Fabian Ruiz a marqué le seul but du match à la 50e minute du pied droit. C'était un match de reprise. Honnêtement, le match était, je pense, tellement peu... allez, je veux pas être méchant, mais il était assez peu significatif, donc on va faire ensemble le pouls du match, analyse collective et peut-être même perf individuel, tout ça. Non, ce n'est pas nous qui avons pris 5-2 au Vélodrome, puisque nous sommes le vrai club de Paris et nous ne faisons pas humilier sur ce genre de score au stade Vélodrome. Daryl, est-ce que tu veux faire le pouls du match avant qu'on parte un peu dans tous les sens? Vas-y, allez, t'es lancé, allez, c'est parti. Ouais.
Ouais, on peut faire un petit pouls rapide. Bon, c'était un match globalement de préparation qui valait 3 points. Très clairement, on a vu une équipe qui est une équipe du PSG qui était pas encore au point, qui était véritablement en rodage. Alors c'était pas sans rappeler le tout premier match qu'on a fait sous Luis Enrique l'été 2023, le PSG Lorient, où Exactement, en ouais. gros on avait un peu le même taux de possession, donc un truc écrasant au-delà des 80%. On voyait vraiment ce que l'entraîneur essayait de mettre en place à l'époque. Donc là, aujourd'hui, évidemment, c'est Et quelque chose qu'on connaît très bien, oh, je- avec voilà, des récupérations hautes, un pressing très étouffant, et un adversaire qui garde vraiment le bus et qui est peu à mesure de poser le moindre danger, avec le pauvre Esteban Le Paul esselé devant, qui essayait de se débrouiller. Est-ce que, Mais aussi, est-ce que oui, vas-y. pour la fame et pour la hype, est-ce que vous voulez que je vous redonne l'équipe qu'on a alignée lors de ce fameux PSG Lorient? Il y a des noms improbables. On s'en rappelle pas, mais il y a eu des choses improbables. On va le faire rapidement. Donnarumma dans les buts, Hakimi, Skriniar, Danilo, Hernandez. Hernandez. Ah oui, ah, c'était Skriniar, Danilo. Ah, et Hernandez, ah oui, oui. Eh oui, Après Ugarte, Zaïre Emery et Vitinha. exactement, Mathieu. Ouais. Et Ah, les joueurs devant, en attaque, tu devais avoir Lee Kangin, ouais, Asensio et je et sais, je peux le troisième. le pistolero. Solaire. Ah Et non, Ramos. Ok. Et Ramos. et Ramos, ok. À peine arrivé, il l'avait mis titulaire parce qu'on avait besoin d'un mec, d'un marqueur de but. Et voilà. Ouais. On revient de loin, les gars. Et Et Fabian Ruiz qui était rentré en Ouais, cours non. de match, il est droit, il me semble. exactement. Et c'est le dernier match Oui. de Hugo Ekitike avec le PSG. Puisqu'ensuite, peut-être qu'il joue à Toulouse la semaine d'après, mais je suis même pas certain. Donc voilà. Et bah d'ailleurs, j'ai une formidable photo euh, nommée Ekitike talonnade _ PSG Lorient sur le site qui représente bien cette formidable époque. Bref, je t'en prie, Daryl, on peut retourner sur ce PSG Angers, mais effectivement, il y a beaucoup en commun, oui. Ouais, beaucoup en commun avec un pressing étouffant, mais très peu de danger finalement véritable généré sur la cage adverse. Vraiment un faible nombre d'occasions nettes. Alors à l'époque, ça s'était terminé sur un nul 0-0. Là, là, on a su marquer. On s'est en plus payé le luxe de rater un penalty. Mais ouais, globalement, c'était un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire une équipe qui, dans son expression collective, est bien avancée. Et là, évidemment, on est champion d'Europe en titre, donc on est plus qu'avancé. C'est une équipe aboutie, mais à laquelle il manque vraiment des jambes pour faire la différence dans les 30 derniers mètres, en particulier face à un adversaire comme ça, totalement replié, qui ferme bien tous les espaces et contre lequel il est nécessaire d'avoir beaucoup de déplacements, un peu de jus aussi pour pouvoir faire la différence dans les petits espaces. Donc bon, au final, c'est 3 points qu'on prend volontiers. La préparation se poursuit. On voit certains joueurs, on voit quand même des différences assez nettes au niveau des états de forme. Voilà, globalement, c'est une bonne opération. C'est 6 points après 2 journées. Et puis, pas grand-chose d'autre à ajouter, quoi. Voilà, pas de blessure aussi. Là, ça, c'est plutôt important. Voilà, l'équipe qui continue, en fait, cette phase de préparation, malgré le fait que les matchs est d'ores et déjà un enjeu. Oui, oui, parce que globalement, ça sentait bon la rencontre, le match amical où il n'y a pas les jambes pour créer grand-chose et s'il n'y avait pas eu le public, le fait que ça soit diffusé avec des moyens techniques un peu de qualité, j'ai envie de dire, on aurait pu croire, vu l'état du terrain et les difficultés à créer Ah oui. des occasions de but, que c'était un match amical. Il a quoi, Kvara alors officiellement, petit problème musculaire, ce qui est très courant en début de saison. Après, j'avoue que quand j'ai vu son nom pas figuré dans la liste, j'ai dit ah, a-t-il été un peu rattrapé par les oreilles suite à ces derniers matchs que je me suis franchement posé la question. Alors après, je dis pas que c'est une info ou quoi que ce soit, mais
je sais pas vous, en tout cas, moi je me suis interrogé quand, vu la longue liste de bouses qu'il avait pondu ces derniers temps, à quel point c'était un problème musculaire et à quel point c'était un problème de reviens sur terre mon ami, c'est fini la Ligue des Champions. Voilà. Mais après, faisons confiance. On verra s'il est là la semaine prochaine, on verra ce qu'il va donner et tout ça. Après, les vacances de Gvara ont semblé très fastueuses, on va dire. Très, très emplies de plaisir de la vie, on va dire ça comme ça. Mathieu, sur PSG Angers en général, est-ce que tu veux ajouter quelque chose où il y a des trucs qui t'ont parlé particulièrement et on peut un peu glisser dans l'analyse collective ou autre? Je partage évidemment l'influence, on va dire, du moment de préparation du PSG, de l'état de la pelouse, etc. Mais j'ai trouvé aussi que ça avait été un match qui a ressemblé énormément au match du titre qu'on a joué il y a 5 mois face à cette même équipe. Déjà plus de 80% de possession, déjà un ratio de 4 contre 1 en termes de tirs. On avait dû frapper une vingtaine de fois contre 5 pour l'adversaire. Là, c'était à peu près les mêmes proportions pour Angers, même encore moins de frappes côté Angers. Et pareil, les expected goals réduits quasiment à néant du coup côté adverse. Et une décision qui a mis quand même un peu du temps à se tu sais que non mais juste tu me fais penser à un truc, je crois que Désiré Doué marque à la pareil tout début de deuxième mi-temps. Oui, c'est ça. Sur un centre de Gvara justement et au deuxième poteau. Et je crois que Fabien Ruiz c'était encore plus tôt. Désiré Doué ça devait être un petit peu après la 50e, là ça a été un peu avant. C'est ça, ouais. Mais oui, c'était à peu près la même chose, une équipe en face très regroupée dans son 5-3-2. Très peu d'espace laissé, une certaine densité physique, et par contre un renoncement quasi total à toute ambition offensive, et du moins toute ambition offensive de leur part était très vite étouffée par le pressing parisien. Il faut dire que, voilà, comme vous l'avez dit, Le Paul était très esselé devant et n'est pas en mesure de faire des exploits, surtout face à une charnière Marquinhos Pacho qui était vraiment à sa main et en bonne forme pour le coup. Donc voilà, c'était un match qui a ressemblé sans doute, qui a ressemblé au match de la semaine précédente aussi, face à Nantes. Les statistiques sont très comparables entre les deux rencontres. Et voilà, c'est le type de match auquel on peut s'attendre, on va dire, face à des équipes qui n'ont pas vraiment les moyens d'aller nous chercher haut. Ça aurait pu être intéressant pour eux de tenter le coup, parce que Paris est d'évidence pas prêt sur le plan physique. Mais bon, si même Tottenham l'avait pas vraiment fait ou on l'avait pas fait par séquence lors de la Super Coupe, donc pour des équipes comme Nantes ou Angers qui manquent tellement de qualité, leur meilleur joueur, je pense, on tire un peu la comparaison, mais c'est leur numéro 9 et plus ou moins un instant de départ. Donc en dehors de ça, c'est vraiment très pauvre. Et je pense que comme ça, tu as quasiment un tiers du championnat qui est un peu dans la même situation, avec un manque de qualité qui est assez criant. Et là, on pas les possibilités de faire beaucoup de choses différemment face au PSG. Donc, pour eux, c'était vraiment attendre, espérer de limiter la casse, notamment vu du goal average. C'est des équipes qui vont être dans la lutte pour le maintien, sans doute jusqu'à un stade avancé du championnat. Donc, moi, je leur ferai pas ce reproche. En tout cas, je sais que c'était un peu le débat de l'après-match, mais je leur ferai pas le reproche à ce niveau-là. Et surtout Angers, plus petit budget de Ligue 1, 25 millions d'euros à peine, qui vient au Parc des Princes au mois d'août. C'est évident qu'ils vont poser le bloc. Il faut pas dire que c'est un truc qui arrive qu'en France. Tous les gros, hier soir au Oviedo contre le Real, ils font pas différemment. Tous les petits se mettent derrière et réduisent les espaces face aux grosses équipes. Il y a pas de honte. Et surtout quand là l'écart économique est aussi important. Angers s'apprête à vendre ce qui est probablement son meilleur joueur, même qui est très clairement son meilleur joueur, avec Esteban Le Paul. Ils vont pas venir au parc prendre une danse. Ouais, super, on a voulu jouer les yeux dans les yeux avec le PSG. Bah, ils auraient pris 5-1. Ok, super, merci. On a bien vu, on a vachement joué les yeux dans les yeux. Bon. Montpellier l'an dernier était venu un peu au parc sans plan défensif vraiment fixe. Ils étaient repartis avec 6-2 et après la dynamique se met en place. Compliqué, Tu peux rentrer dans un cercle vicieux un peu compliqué. Donc, je pense qu'il faut pas se reprocher là. Il faut aussi prendre conscience qu'en Ligue 1, le quotidien de certains clubs, la façon dont ces 4-5 dernières années, entre l'enchaînement des diffuseurs, le deal CVC, etc., ça les a mis vraiment sur les genoux sur le plan économique. C'est des équipes qui ne peuvent pas lutter.
quand tu te rappelles un peu ce qu'était Angers il y a une petite dizaine d'années, quand on les jouait à l'époque Stéphane Moulin. Alors c'est une équipe qui défendait toujours autant, mais qui avait nettement plus de qualité pour sortir. Hein. Les Santa Maria, Capel, Nicolas Pepe, tout ça. T'as pas de trace de ce type de joueur sur une équipe comme Angers vendredi. Capel est encore là, mais le problème c'est qu'aujourd'hui il a 37 ans, quoi. Donc tu peux pas demander la même chose à un joueur de 37 ans qu'à un joueur qui en avait 29 et qui avait un bon pied gauche et tout. L'improbable amitié entre Pierrick Capel et Thiago Silva, quand même. C'est une des plus belles du football. Donc, et chez Rendo, il est légende, comme on dit sur le live, effectivement, on l'embrasse, malgré ce passage au Red Star. Mais globalement, ouais, en fait, c'est pour ça que je disais que le match, c'est rien de significatif, parce que, enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que le terrain a pas aidé, mais même si les joueurs l'ont pas trop pris comme excuse. Luis Enrique, on a plus parlé que les joueurs. Mais on voit qu'on manque de rythme, on voit les petites erreurs techniques. Je trouve que sur un joueur comme Hakimi, ça se voit beaucoup. Barcola, on voit qu'il a le coup de rein, mais pas totalement. Dembélé, pareil. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui jouent à les 50, 60%. Et pour faire sauter un bloc comme ça, il faut souvent une justesse technique très importante. Et ça correspond pas, en fait, tout simplement. Donc, tu te retrouves à jouer ce genre de match pas très propre, pas très intéressant. C'est pas forcément un hasard si toutes les meilleures occasions de la première mi-temps et un peu de la deuxième aussi sont venues d'initiatives individuelles de Désiré Doué. Doué est un joueur déjà il est plus jeune que les autres. Je pense que physiquement il est plus rapide à se mettre au niveau. Évidemment, il fait des différences tout seul. En plus, bon, il est danger, donc c'est toujours un match particulier pour lui. Il a fait des différences. L'action côté gauche, là où il élimine 4 joueurs. Ah oui, évidemment, après, il y a une situation intéressante, mais c'est dur d'éliminer 4 joueurs qu'on n'a pas les jambes. Donc voilà. Tiens, question sur la live. On me dit, on sait à cause de quoi le terrain était pourri. Oui, on sait. C'était expliqué sur le site dès dimanche. Mais c'est pas grave, on va recommencer. En gros, tous les ans, le PSG enlève l'ancienne pelouse, en replante une nouvelle, parce qu'il a Calderwood, le légendaire Jonathan Calderwood fait comme ça. La nouvelle pelouse a très bien pris jusqu'à la mi-juillet, où, quand il a fait très chaud, ça a brûlé. Enfin, la pousse n'a pas pu continuer justement parce qu'il a fait trop chaud et que la pelouse du Parc des Princes n'est pas faite pour ce genre de température tropicale. Donc, la pousse n'a pas pu prendre parfaitement sur certaines des zones où elle c'est pas suffisant. Et le malheureux Jonathan Calderwood, que je vous mets en photo ci-dessus, n'a pas pu faire de miracle en fait. Et donc, ça va prendre un peu plus de temps à ce que la pelouse revienne à son niveau standard. Mais en tout cas, ils espèrent l'avoir impeccable comme d'habitude à la mi-septembre pour la Ligue des Champions. Voilà. Comment ça se fait que celle de Nice était parfaite ? Je ne sais pas. Possiblement que le grand Christian Estrosi n'a pas sorti sa moto pour faire des wheelings dessus, mais sinon je ne sais pas. Je ne suis pas le responsable pelouse de Nice. En revanche, je peux vous dire qu'il faisait horriblement chaud dans ce coin-là. Mais c'est une autre question, ça. Oui, Daryl. Après, sur le plan technique. Pardon, Mathieu, vas-y. Non, juste en un mot sur le plan technique, je ne trouve pas que le PSG était si maladroit que ça. Après, c'est surtout dans les 20-30 derniers mètres qu'il y avait plus d'effets, mais là, c'est plus lié à la densité défensive adverse. Là, vraiment, les espaces sont très comprimés, c'est très difficile d'être juste et de trouver des solutions. Mais on va dire que dans les 2 premiers tiers du terrain, même à l'approche de la surface, tu n'avais pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Il y a peut-être eu une paire de balles vraiment gênante à un moment, c'était Hakimi, en début de deuxième, il me semble aussi. Où il perd le ballon, ça donne la seule occasion de danger avec ce tir un peu croisé d'un de leurs attaquants mais qui passe à côté. Mais en dehors de ça, je pense que ça a été assez propre et côté parisien, et avec la volonté de garder le ballon, d'étouffer par la possession et d'espérer ensuite trouver des espaces. Mais ouais, c'était d'évidence assez compliqué. Je crois que le premier tir de la partie côté parisien, c'était le pénalty de Dembélé. Donc. Ouais. Ça dit quand même pas mal de choses. C'était après la 20e minute. Il n'y avait pas eu des frappes au-dessus de Vitinha notamment ? Non, c'est après, c'est sur la fin de la première mi-temps où ça commence à arroser. Oui, c'est vrai qu'on a une bonne période après le penalty où il y a Dembélé qui tente de se racheter, il y a Ruiz qui monte en puissance et c'est vrai qu'à ce moment-là on a un très bon quart d'heure. C'est ça, puis il y a Désiré Doué qui fait quelques frappes. Il y a le coup franc et puis après il y a sa frappe qui rappelle un peu son but contre Aston Villa là. Ouais. Mais sinon il y a eu avant le penalty de Dembélé qui est à la 27e. Il y a pas de frappe. D'ailleurs, c'est ce que dit Luis Enrique dans sa conférence de presse. Il dit adversaire très bien en place, plus déficit athlétique de notre côté, égal, on n'a pas existé vraiment sur les 20 premières minutes, quoi.
Après, c'est vrai que Angers, on voit qu'Angers, la mi-temps leur a fait du bien aussi, hein, parce que ça tirait sérieusement la langue. Pour ceux qui aiment ce type de match, je pense qu'on peut s'attendre à la même chose ce week-end, hein, face à Toulouse. Ah bah, Si vous vous rappelez, si vous vous rappelez ce qu'avait été le match en oh, février au Stadium, il était horrible. alors dans une purge complète, alors que c'était la période où le PSG était vraiment au pic de son football. J'ai assez peur qu'on revive la même chose ce week-end. Et je suis pas sûr, autant Nice, grâce au climat méditerranéen, a réussi à sauver sa pelouse, autant le stadium municipal de Toulouse, attention, il fait pas froid à Toulouse en général, et la pelouse est pas très recommandée. On verra bien. Mais je pense que ça va être assez terrible. Non, mais Toulouse va nous poser un Flixbus extraordinaire. Mais c'est vrai que Toulouse a de meilleurs atouts offensifs. Alors, ils ont un problème d'avant-centre, mais Gboho et comment il s'appelle celui sur l'aile opposée, ça me revient pas. En tout cas, ils ont au moins 2-3 bons joueurs, Toulouse, effectivement, offensivement. Et puis Toulouse va être devant nous au classement quand même au coup d'envoi. C'est pas arrivé souvent que Toulouse soit devant le PSG au coup d'envoi d'un match, hein. Donc voilà. On nous dit Zabarni sera un peu testé. Bah, c'est vrai qu'on l'a pas vu ce week-end. On verra si on le voit la semaine prochaine. Autre point que vous voulez retenir, messieurs, sur ce PSG Angers, dans les choix de Luis Enrique, Mathieu, Daryl, je vous écoute. Ou pas d'ailleurs. Non, visible. Oui, Daryl. Ouais, bah les choix, ils étaient sans grande surprise, on va dire, compte tenu du forfait de Gvara. C'était globalement l'équipe attendue, hein, avec alors en premier lieu le retour de João Neves, qui avait purgé sa suspension de 2 matchs. Et d'ailleurs, ça a fait pas mal de bien au milieu de terrain. Je l'ai trouvé plutôt en jambes en plus. Lui qui n'avait pas encore mis les pieds sur un terrain de foot quand même depuis plus d'un mois. Là, il a été vraiment pas mal. Et puis, oui, sinon, à part ça, rien de particulier à signaler au niveau des choix. C'est l'équipe type. Bon, c'était l'équipe qui avait débuté la finale de Ligue des Champions, à l'exception évidemment de Donnarumma, remplacé par Chevalier, et de Gvara qui était absent, quoi. Ouais, Donc, c'est vrai. on voit qu'il y a l'équipe, en gros, enfin, l'équipe là est quand même très établie. On repart sur les bases sur lesquelles on a conclu la précédente saison, et donc ça me semble plutôt logique en ce début de saison, quoi. Oui, non, c'est sûr. Après, moi je me suis demandé, je me suis interrogé avant le match s'il allait faire jouer Vitinha. Vitinha a encore joué 90 Oui, minutes. oui, il est dans un état de forme assez exceptionnel, Vitinha. Ah oui. Là, c'est 3 matchs complets. Il a pas montré le moindre signe d'affaiblissement physique. Bon, il s'est préparé très sérieusement, lui. Ou limite, il a pas coupé, quoi. C'est un peu ce qui me fait peur, Ouais. d'ailleurs. Ouais, Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais je suis complètement d'accord. J'allais faire la remarque sur Vitinha qui a joué tous les matchs qui a débuté tous les matchs depuis la reprise et qui n'est pas sorti. Bon, c'est un peu, ça dit autant de bien du sérieux de Vitinha qui en plus a terminé la saison assez fort, hein. La Coupe du Monde des clubs, c'est l'un des meilleurs Parisiens aussi. Ouais. Et notamment physiquement sur des matchs assez éprouvants. Je pense notamment à Atlético, c'était aussi le type de joueur qui finissait assez fort, là où les autres pouvaient piocher. Mais bon, ça dit aussi de son importance et du caractère assez indispensable de son profil aujourd'hui, hein. C'est vraiment le joueur par lequel tous les ballons passent, qui va donner vraiment le tempo au match, qui va être capable d'accélérer balle au pied, de trouver, de libérer rapidement, d'organiser le jeu. Ça, t'as pas vraiment de solution de recharge, mais en même temps, t'as pas de profil équivalent, ou peut-être t'en as un profil équivalent en Europe aujourd'hui à celui de Vitinha, donc c'est pas réaliste de vouloir avoir sa copie sur le banc, mais ça interroge un peu sur le fait sur les options qu'aura Luis Enrique quand il voudra quand même faire reposer Vitinha, puisqu'il va pas enchaîner 90 minutes sur les 25 matchs qui restent jusqu'à fin décembre. Plus la sélection, hein, parce que évidemment. Plus la sélection, évidemment, il est tout autant indispensable. Vous vous doutez bien qu'il va pas rester au fond du banc. Voilà. Ouais. Donc voilà, ça va être intéressant de voir un peu quelles sont les options. Est-ce qu'il va remettre Warren Zaïre-Emery qui avait été testé à ce poste quelques fois sur le dernier, ou bien même Lee Kangin qui avait joué un match aussi à ce. Ouais, c'est ça. C'était pas Angers d'ailleurs. Je crois qu'il était Angers, ouais.
Bah, je me suis posé la question justement quand je réfléchissais à la compo possible. Je m'étais dit, est-ce qu'il va pas nous remettre le lit contre Angers? J'ai un doute si c'était Angers ou Le Havre. Peut-être Le Havre. Peut-être équipe type face à Angers, du coup, c'était match du coup. Ouais, je pense au Ouais. Havre, Ouais, c'était Le Havre, mais il me semble, puisqu'on était déjà champion. ouais. Peut-être. Ah bon, bah, on confond. Vas-y, excuse-moi, Mathieu, fini. Non, non, c'était tout. Hein, donc voilà, mais ça sera un peu plus tard dans la saison qu'on verra quelles sont les alternatives qu'il a. Mais effectivement, très bon début de saison de Vitinha et avec toujours autant la main sur l'équipe et sur le jeu de ses coéquipiers. Ouais. Sur les choix, un peu surpris quand même de pas voir du tout Zabarni du match. On tente de l'intégrer petit à petit, mais quand même. euh, Enfin, 0 minutes, bon, j'étais un peu. Je pensais qu'on le verrait 10-15 minutes à la fin à la place d'un Marquinhos ou d'un Pacho. Rien du tout, un peu surpris. Et La content. charnière n'a pas bougé sur les deux matchs, hein, que ce Ouais. soit Toulouse et Nantes. Mais Et question quand même sur quelle sera la charnière face à, pardon, Nantes et Angers. Et par contre, question sur ce que sera la charnière, quelle sera la charnière face à Toulouse. Est-ce qu'il va repartir Non, moi, sur, je pense qu'elle va changer. est-ce qu'il va mixer? Est-ce qu'il va mettre Zabarni Beraldo ou il va mixer Zabarni avec Pacho ou Marquinhos avec Beraldo? Ah, je sais pas. En tout cas, je pense que Zabarni jouera. Vie personnelle, je pense qu'il sera justement titulaire et qu'il y a de bonnes chances qu'il fasse l'intégralité du match. Après, qui l'accompagnera, je je sais pas, je suis pas certain. Beraldo a quand même de bonnes chances de débuter, à mon avis. Là, bon, il y a quoi? Il y a 9 jours entre les 8 jours entre les deux matchs, donc ça va, il y a largement le temps de récupérer, mais avec la trêve internationale derrière, c'est peut-être plus sage de mettre Beraldo qui n'enchaînera pas a priori il avec y sa va pas, il y va sélection. pas. Il a pas été appelé. Ah, il y va même pas. Bon, bah voilà, bah, comme ça, c'est réglé. Attends, Du coup, c'est attends. peut-être plus sage de mettre Beraldo Il a que pas les été joueurs appelé qui vont avant enchaîner les les minutes. forfaits, quoi. Là, ils vont encore nous Oui, avant sortir ça. oui, Voilà. oui, oui, évidemment. Oui, oui. Je Il y sais aura pas Mais tu si. peux dire par exemple que syndrome du Marquinhos soir. jouera face à Lens, je pense, après la trêve internationale. Ne jouera pas, pardon, Ouais, face à Lens après la trêve internationale, puisqu'il reviendra d'un long voyage. il Donc sera est-ce en que tu le mets Bolivie. avant face à Toulouse? Ça peut être ce type de réflexion aussi. Mm. À voir. Mais c'est vrai que la charnière qui évolue, enfin qui est en train de changer, c'est un vrai sujet et c'est intéressant. Il y a des forfaits au Brésil. Oui, oui, Neymar il y est Tous les joueurs pas. du Real. Le Real, Florentino Perezinho a dit à Carlo Ancelotti, non, mes joueurs, il faut qu'ils restent, faut pas les prendre. Donc Carleto s'est exécuté, probablement une clause cachée qui devait lui rapporter un peu d'argent. Non, non, mais bon, vous savez que les règles sont pas les mêmes pour tous hein, en termes de sélection. Donc voilà. On dit PSG Lens qui sera à coup sûr sur Bein. Bah ça, faudra attendre à mon avis le tirage au sort de la Ligue des Le Champions tirage. pour être ça. Ouais. Parce qu'en théorie, on va voir la suite, ce que ça va donner. Il faudra voir la première journée, qui jouera le mardi, qui jouera le mercredi, tout ça. Je sais que Beansport, Christophe Joss et Daniel Bravo ont annoncé ça il y a quelques jours. Mais je sais pas après combien de Ricard c'était déjà. Donc, c'est une information à confirmer. Et j'avoue que c'est vrai que Bean se plaint un peu de ne pas pouvoir gna. Mais vu comment c'est tendu entre les deux parties, je suis pas certain que ça soit aussi simple que ça. On verra. Sur retour sur PSG Angers, truc, bah, j'étais content de voir Ousmane Dembélé prendre le ballon du penalty. J'étais moins content de la frappe d'Ousmane Dembélé sur ce fameux penalty. Mais c'est terrible ce que je veux dire, mais on n'a pas de tireur de penalty en ce moment au Paris Saint-Germain. Savoir, bah, Vitinha s'efface quand même régulièrement. Ousmane vient de se rater alors que je l'avais trouvé excellent dans toutes ses tentatives jusque-là. En termes de statistiques, le meilleur c'est Gonzalo Ramos, mais bah, il y a eu des loupés et techniquement, bah, il y a eu un loupé d'ailleurs en fin de saison dernière. Je suis un peu perplexe sur la gestion de ce rôle qui est quand même un rôle important dans l'équipe. On parle de Nuno Mendes, effectivement Nuno est un très bon tireur de penalty. Enfin après il en a mis 4 ou 5, hein, donc faut pas non plus. C'est la répétition hein, qui fait la qualité d'un tour. Pareil quand on m'a sorti Désiré Doué, il tire bien penalty, il en a tiré 3 dans sa carrière. Excusez-moi, Sergio Ramos a dû en tirer 70 ou un truc du genre, donc calmez-vous s'il vous plaît. Donc la technique de Ney est pas facile. Non, elle est pas facile, mais c'est marrant que aussi bien Dembélé que Vitinha se loupent les deux l'un après l'autre en ratant le cadre quand même. Donc
je suis un peu perplexe. On me dit perso, je retenterai Vitinha. Bah, je sais pas s'il faut retenter Vitinha et Dembélé parce que j'aimais beaucoup la façon des deux de frapper, notamment Dembélé qui mettait souvent pas mal de puissance. Mais bon, là il rate le cadre. Vitinha aussi avait raté le cadre. Euh, Vitinha, j'ai l'impression que sa technique de frappe commençait à être vraiment très bien lue par les gardiens. Ouais. Il Donc, commence à avoir un petit problème avec ça. Les gardiens attendent vraiment jusqu'au dernier moment, même Mm. ceux qui sont plutôt réputés pour et plonger avant la frappe. Donc ouais. là, ouais. Et Neymar avait le même problème. Faut pas croire que c'est Vitinha qui a ce problème-là. Neymar, il en avait raté plusieurs, que ce soit avec le PSG sur la fin et surtout même en Arabie Saoudite. Bon, avec nous, il n'en a pas raté tant que ça, si. À la Je fin, me il en rappelle avait. avec Alban Lafont, là. Bah, il y a Alban Mais Lafont, il me semble qu'il y en a un autre. Je me trompe. Non, non. Il tire pas à côté une il y fois en a un sur le autre poteau. il y en a un autre, voilà, mais il y en a un autre où Ouais, il c'est tire à ça. côté, mais le gardien avait plongé du mauvais côté. Donc c'est Ouais. vraiment comme C'est à Vitinha, Saint-Étienne, justement. voilà. C'est contre Saint-Étienne. Il y a Brest. Enfin, bref, il en a raté quelques-uns. Mais je trouve que, pareil, en Arabie Saoudite, il a voulu faire la méthode, il s'est fait sortir. Et je trouve que c'est une méthode que comment dirais-je, les gardiens lisent de mieux en mieux. Et est-ce que c'est encore une méthode qui est viable et ou fiable? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un vrai sujet sur les tirs au but aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Et que j'aimerais bien que Dembélé y retourne en fait, tout simplement. Alors après, Gonzalo Ramos tire très bien. Alors c'est pas ce que j'aurais dit Oui, bon. en fin de saison dernière quand j'ai vu tirer contre Auxerre et Montpellier. Hein. Parce que Ouais, tu vas pas le faire rentrer pour les lancers francs. Voilà, c'est ça. Non mais je veux bien votre avis sur les pénaltys, le live aussi, parce que j'avoue que la technique de frappe de Gonzalo Ramos dans une vidéo YouTube m'a interpellé, on va dire. Ah, oui. Oui. Voilà. Bon. Effectivement. Ouais, moi, personnellement, je ne m'inquiète pas trop de ça. Enfin, Dembélé, son penalty est un peu à l'image de son match. Ouais. Il n'était pas. Voilà, c'était pas du grand Dembélé. C'était un joueur en recherche de sensations. Bon, là, il l'a pris. Je pense qu'il s'est un petit peu précipité aussi. Bon, dans un autre contexte, un contexte où le penalty a plus d'importance, je pense qu'il prend un peu plus le temps et qu'il s'applique plus. D'ailleurs, on peut remarquer que on rate pas mal de penalties ces derniers temps, mais dans les séances de tir au but, on les remporte. C'est vrai. Donc 3 sur 3, bon. avec 3 gardiens différents d'ailleurs. Ouais. Safonov, Donnarumma, Chevalier. Donc c'est pas mal. Ah ouais. Sur le live, pas mal de Nuno Mendes. Et ça qu'il y a une remarque qui est très bonne, c'est on me dit déjà il faut que ça soit un titulaire indiscutable quoi. Donc Oui, ça c'est sûr. bon, ça limite aussi. Mais tiens, Daryl, toi tu ferais tirer qui? Ousmane de nouveau? Ouais, moi je referais tirer Ousmane. Ouais. D'accord. Et toi Mathieu de ton côté, Soit Ousmane, soit Pardon, on revient vas-y. à Vitinha, mais là le prochain je le donnerai à Ousmane. Ok. Et on nous dit Lee, le dernier à avoir marqué en match. Ouais, Coupe du Monde des clubs contre le Real. C'est ça? Oui, c'est ça. Hein. C'est le Atlético. Ouais. Atlético, pardon, excusez-moi. C'est un club madrilène. Ah oui, Atlético, oui, pardon. Ouais. Tiens, Mathieu, Gvara, il est comment en péno? Il les tire pas, il me semble, Gvara. Je crois qu'il en a tiré un à Naples. Ouais, c'est ça. Barcola, pareil, il en a tiré un avec la France. Je crois qu'il en met un avec le PSG ou deux. Mais pareil, est-ce que Barcola est un titulaire indiscutable? Je pense pas. Fabien Ruiz, je crois que je l'ai jamais vu tirer. Lee a marqué contre Tottenham, mais on parle du dernier penalty réussi dans le jeu. C'est pour ça qu'on parlait d'Atletico. Désiré Doué, peut-être que Désiré Doué pourrait, mais c'est vrai que Doué, on verra. Oh non, Doué, il va être dur à sortir du 11 quand même. Mathieu, t'as un avis là-dessus sur cette histoire de penalty qui a quand même, qui nous a fait rater une bonne opportunité d'ouvrir le score au bout d'une demi-heure et pas au bout de 55 minutes? Non, c'est vrai. Et, je suis un peu de l'avis de Daryl, hein, donc continuer soit avec Dembélé, soit avec Vitinha en fonction. Je pense que c'est les deux joueurs qui sont les plus fiables sur le papier et peut-être deux leaders techniques, hein, quoi qu'il arrive. J'ai un peu plus de mal avec Nuno Mendes parce que évidemment les 3 pénaltys qu'il a tirés en carrière sont tous impeccables. Par contre, il y a quand même une prise de risque qui est quand même importante. Hein. Il va la chercher à chaque fois la lucarne. Ouais. C'est pas impossible d'imaginer un moment où ça va passer au-dessus. Hein. Oui, comme Ousmane hein, d'ailleurs. Vu un peu comme Dembélé. Donc, je pense que Mendes fera une erreur à un moment donné. Donc, je ne mettrai pas forcément un tireur de penalty. C'est vrai. Bon, écoutez, pour l'instant, donc on reste sur le Dembélé Vitinha. C'est vrai que Dembélé met beaucoup de puissance dans ses frappes, mais il en a raté un, ça y est, fallait s'y attendre. Hein. Après, au moins il y a un truc qui est positif, c'est que
on n'a peut-être pas le tireur attitré, mais comme l'a dit Luis Enrique, on a pas mal de bons tireurs. Hakimi devant Nuno. Ah, moi, Hakimi, je veux pas le voir tirer un penalty. Je suis désolé de vous le dire. Il a raté avec le Maroc, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis même Oui. la course, la façon de frapper. Je sais qu'il a mes responsabilités, tout ça, mais je suis pas, je ne contracte pas. J'ai rien contre lui. C'est vraiment c'est un super attaquant pour un défenseur. Mais je suis pas, oh là là, quand on me dit sur là, les derniers avec le Maroc, aïe aïe aïe, ça ira. Hein. Ouais, voilà. Ceux qui l'ont vu avec le Maroc, je pense, ne veulent pas entendre parler de Hakimi qui tire les pénaltys. Il avait fait une très jolie panenka contre l'Espagne. Mais depuis, depuis ça a dérapé, on va dire. Bon, on verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai que ça va être intéressant à suivre parce que je me demande à quel point Vitinha a donné le penalty à Dembélé par rapport au Ballon d'Or. Mais en tout cas, il s'est un peu loupé pour le coup et il faudra faire mieux la prochaine fois, monsieur Dembélé. J'avais cru comprendre que les votes pour le Ballon d'Or étaient pas déjà clos. Non, c'est pas fié. C'est un peu flou. C'est pas très. Je pense pas que ce soit clos. Non, pas tout à fait. J'ai vu passer ça sur Twitter, soi-disant relayant David Berger. Alors pourquoi David Berger aurait cette info? Je sais pas. Et est-ce qu'il a vraiment dit? Je sais pas le confirmer non plus. Mais ça, c'est ça. Ah bah c'est clos, me dit-on. Voilà, c'est fini les votes. Bah, c'est terminé quand alors? Clos aujourd'hui. Donc ça comptait encore. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très récent parce que je me disais la liste a été dévoilée début août. Bon. Ouais. C'était le 7 août. Je crois que la liste a été dévoilée le 7 août et on a le résultat le 7 septembre ou un truc du genre. Bon. Et puis après, il faut encore vider l'urne et dépouiller. Hein. Alors non, faut bourrer l'urne. Oui, bah c'est le 22 c'est... on bourre l'urne, ensuite on la vide et ensuite on dépouille et si ça va pas, on recommence. Alors Kylian Mbappé m'a dit c'est comme ça que j'ai tenté de devenir capitaine mais j'ai pas réussi quand même. Donc, on fera un deuxième vote alors. on revotera au Ballon d'Or si ça va pas. Mais bon, c'est comme ça. Non mais voilà, sur les pénaltys, c'était quand même quelque chose qui m'a un peu pas interpellé, mais je trouve que c'est un sujet intéressant. Et en fait, c'est ça que j'apprécie, c'est qu'on a un souci, oui, c'est quand même un souci on en a mis 2 sur les 5 derniers tirs en match, donc c'est un souci effectivement. Mais je trouve que c'est bien, ça part pas dans l'irrationnel et l'hystérie collective qu'on a pu connaître à ce niveau-là il y a quelques années. L'hystérie s'est tournée placée. Parce qu'on a aussi perdu aucun des matchs où on a raté les pénaux. Il y a ça aussi. Au final, c'était des péripéties, ces pénaltys ratés à chaque fois. Mais, attends, je te rappelle qu'on c'est parti en vrille sur un PSG Dijon qu'on gagne 5-1 quand même. Hein. Oui, c'était un autre temps. Voilà. Mais... en plus, les penalty gates, c'est une tradition PSG même avant QSI, donc oui. c'est bien au moins qu'il n'y ait pas de chamaillerie entre les joueurs. Oh là, on se rappelle encore de Reynaldo et Luboya en train de se battre dans un match décisif. 8-0 contre Dijon, excusez-moi, j'avais oublié. Mais ouais, non, mais ces deux guignols de Reynaldo et Luboya là, en train de se taper dessus. Paoletta qui les regardait genre, moi je veux pas y aller face à Ramé. Oh là là, mon dieu. Ça nous tue cette très belle saison 2003-2004, dont on avait fait un podcast pendant le Covid. Vous pouvez le chercher il y a 5 ans, des podcasts historiques. Mbappé avec Neymar aussi. Non, mais on en a fait plein des trucs comme ça, un peu débiles et tout. Ne vous inquiétez pas, on est des spécialistes. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est bien de signaler que pour l'instant, ça a l'air de se passer assez bien. En revanche, alors, je vous préviens, je vais vous énerver avec le thème d'après. Vous allez me dire que je suis insupportable, je comprends très bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de la relation sur ce match, notamment en seconde mi-temps, entre Hakimi et Dembélé? Les deux étaient sur le côté droit, donc pour ceux qui n'ont pas suivi le match, Dembélé a commencé en pointe et il a fini côté droit. Et on me dit sur live froid. Ouais, moi ça m'a un peu choqué en fait. Alors Hakimi est pas en forme, ça je suis totalement d'accord. Hakimi a vraiment avait du mal techniquement, ça s'est vu. Mais je trouve que Dembélé, Hakimi était la relation technique la plus fluide du PSG. Et moi, j'ai trouvé on dirait que les deux n'avaient pas envie de jouer ensemble, en fait. Ils étaient. Je sais pas s'ils n'avaient pas envie de jouer ensemble, Philo, mais par contre, à l'échauffement, ils sont tous les deux ensemble. Ouais, tu sais, quand ils font les transversales et tout ça, les joueurs sont par groupe de 2. Donc, tu as Vitinha avec Neves, tu as Marquinhos avec Pacho, tu as plusieurs paires qui se forment. Ouais. Hakimi et Dembélé. Hein. Donc, tant mieux. Bon, je voudrais pas trop extrapoler là-dessus. Je pense que c'est plus une histoire de forme. Moi, par contre, ce qui m'interpelle, je trouve, et c'est que sur les 3 matchs officiels qu'on a vus, on a vu 3 fois Dembélé jouer à droite. Ouais, à un moment ça c'est vrai. Dans le match. Ce qui n'avait pas été le cas pour la fin de saison dernière. En tout cas,
pas avec autant de régularité. Donc, c'est un peu à relier avec la question de l'imprévisibilité que, que Martel, Luis Enrique, et qu'il a rappelé en Et la conférence de presse. recherche du neuf Ouais. aussi, du neuf remplaçant, quoi, parce qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. En tout cas, Non, pas non, d'alternative au très haut niveau. Donc, c'est sûr, mais ça permet de voir une configuration où tu as Dembélé et Ramos du coup sur le terrain. ouais. Et ça peut être, c'est quelque chose qu'on a très peu vu sur les rencontres européenne du PSG sur vraiment le sprint final l'an dernier. Donc, est-ce que ça peut être une option qui va être enfin, qui va être davantage utilisée, notamment face au bloc bas? Mais ça suppose de retrouver effectivement une fluidité dans les combinaisons entre Hakimi et Dembélé qui ont été le point fort du PSG pendant au moins toute la première saison de Luis Enrique. Non, mais en fait, si je dis que ça m'a choqué en termes, évidemment qu'ils ont fait échanger des passes. On me dit ouais, mais le bloc était bas. Mais la qualité de ce duo était telle que face aux adversaires qui ne sont pas de l'élite européenne, ça passait forcément parce qu'ils arrivaient à trouver de la profondeur où il y en a pas, de la combinaison, de la vitesse et tout ça. Et moi, je trouve que c'est un truc qui m'a choqué, enfin qui m'a un peu pas choqué parce que il y a une concurrence aujourd'hui entre Dembélé et Hakimi par rapport au Ballon d'Or. On peut pas faire genre, enfin. Le seul joueur qui a osé dire tout haut, je mérite autant que lui, c'est Hakimi. Donc on peut pas faire la phrase de Hakimi sur le Ballon d'Or, je mérite plus qu'un attaquant. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais elle existe. Et s'il le dit, c'est qu'il la pense. Surtout celle-là. Et je trouve que j'ai pas senti deux joueurs en connexion, mais des joueurs qui veulent pas se faire briller l'un l'autre quelque part un peu. Et vraiment, on verra lors des prochains matchs, parce que comme on me l'a dit très justement sur là, effectivement, ils avaient magnifiquement combiné sur le 2-2 contre Tottenham avec voilà. Mais j'ai pas la phrase d'Hakimi, elle est normale en tant qu'ambition, en tant de la part d'un sportif professionnel avec les ambitions d'Hakimi. Moi, ça me choque pas du tout. Mais c'est juste que là, je trouve que ça, je sais pas si ça déborde pas un peu sur le terrain entre les deux. Alors, j'espère vraiment me tromper. Je cherche pas la polémique, évidemment. Je cherche pas ça. Moi, je veux que le PSG gagne avant tout et qu'il soit performant. Et comme je dis, j'adore le duo, donc justement, j'ai pas envie de voir ce duo tomber là-dedans. J'ai envie de les voir jouer bien ensemble. Mais moi, j'avoue que ça m'a un peu titillé en voyant là. Il y a des moments en seconde mi-temps. Euh, en fait, les deux sont très forts. Il y en a un qui va s'excentrer, l'autre qui va prendre l'intérieur. Et ils arrivent toujours à inverser la position de telle sorte que même sur du 2 contre 2, ils vont toujours gagner. Et même du 2 contre 3, ils arrivent souvent à gagner. Et bah là, même du 2-2, ils n'arrivaient pas à passer contre Angers de façon trop régulière. Alors attention, hein, Angers avait des cannes plus que nous, Angers a défendu en bloc et tout ça, et c'est une bonne équipe. Mais il y a des moments, je suis un peu circonspect sur la façon dont ils se sont entendus. J'attends de voir la suite, mais en tout cas, je sais pas. Il y a d'autres personnes sur le live qui ont un peu remarqué ça, donc je sais pas toi, Mathieu ou Daryl, si vous l'avez vu aussi. Non, mais t'as raison, il faut surveiller ça après. Pour le moment, comme je te disais, on les a vus quand même à l'échauffement, ils sont toujours ensemble. Oui. Sur les transversales, donc je pense que c'est pas tout monter en épingle, mais oui, forcément à surveiller. Moi, c'est pas forcément pour le Ballon d'Or côté Hakimi. Moi, je crains un peu sa réaction de l'après, on va dire. J'ai peur qu'il tombe un peu de haut en fait, parce que non seulement il va pas avoir le Ballon d'Or Hakimi, mais je pense qu'il sera même pas le deuxième parisien en fait au classement. Donc je suis pas sûr qu'il soit très satisfait à la fin. Et je suis même pas sûr que ce soit le latéral le mieux placé du PSG au Ballon d'Or dans le classement. Donc on verra évidemment. Bon, il y a plus qu'un mois à patienter, mais j'ai peur qu'il tombe un peu de haut et que son entourage lui ait un peu monté le bourrichon pour rien. Moi, j'ai un peu peur surtout qu'à la fin, il y ait dispersion des voix du PSG et qu'ils se bouffent le bec entre eux, en fait, à s'accuser les uns les autres. C'est un truc que je redoute un peu, en fait. À savoir, t'avais dit que machin, on n'a pas fait front commun, tout ça. Bon, évidemment, Vitinha, par exemple, c'est totalement effacé devant Ousmane. Hakimi ne l'a pas fait. Est-ce qu'après il y aura du ressentiment de l'un envers l'autre ou autre? Je sais pas, j'espère pas. Mais c'est vrai qu'on a mis 9 joueurs. Après, on a tellement dominé la saison, c'est normal qu'on mette un nombre de joueurs délirants dans la liste. Hein. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, le PSG a mis 5-0 en finale Ligue des Champions. J'en parle dans mon livre. Mais plus sérieusement, c'est un score historique, quoi. Donc c'est normal d'avoir une reconnaissance un peu historique. Bon. Voilà. On nous dit, on a déjà entendu des rumeurs que Hakimi était pas content de la propagande du PSG pour Dembélé. Ça c'est vrai. Et oui. il y a eu pas mal d'échos là-dessus côté marocain aussi. Donc bon. Alors après, ça peut être un peu déformé, il aurait préféré plus de soutien qu'il n'en a eu, mais
À voir. Et c'est vrai qu'Hakimi s'est effacé au début et c'est plus trop le cas aujourd'hui. Et puis, bah, s'il y croit, bah, ça coûte rien d'y croire. Mais c'est vrai qu'il faut pas que ça devienne un sujet. Je trouve que ça devient en ce moment un sujet négatif entre Ousmane qui force un peu son jeu, notamment devant les buts. Hakimi qui a l'air de penser un peu trop à ça et tout ça. Vivement la réponse du 7 septembre, j'ai envie de dire. Parce que je me demande à quel point ça pourrit pas un peu l'atmosphère quand même au sein du groupe. Sur Hakimi ou Dembélé, vous voulez rajouter quelque chose, Mathieu, Daryl? Oui, non. Non, pas spécialement, non. D'accord. Et on me dit qu'est-ce qu'on s'en fout du Ballon d'Or en réalité? C'est 22 Ah, septembre, bah, c'est pas le 7. oui, c'est le Oh, 22. oh là Oui, c'est le là. 22, c'est ça. Oh mince, moi je Ouais, la pensais que c'était le cérémonie. 7 là. Ah bah non, le 7, je suis bête, c'est en pleine trêve internationale, les mecs sont à l'autre bout Juste du après le monde. match face au LAN. Ah ouais, en plus. Ah, le 22 en plus, ils vont nous pourrir le podcast du lundi 22 septembre. Oh là là. Putain, mais France Football, cette institution qui doit crever, c'est pas On fera un possible. podcast à 23h. Parce qu'en plus, ça a duré 3 plombes. Il faut remettre Ah bah non, tous les mais prix à 23h. du meilleur centre brossé de la saison, enfin, voilà, toutes les récompenses et toutes les statuettes à donner. Mathieu, il veut que tout le monde soit éclaté dès le mardi matin. Oh, un podcast à 23h le lundi soir. Bah, Formidable. moi, Mais à j'ai 23h, ce connu sera même pas connu, si. bah, ça sera à la fin de la cérémonie, je Je sais pense, plus à quelle heure de c'est. 23 Ouais. heures. Mais, On nous dit sur le live 23h, il y aura encore le Ballon d'Or féminin. Ouais, bah c'est bon, on peut Oh. commencer. mais, laissez Christian Jean-Pierre le remettre le dimanche dans Téléfoot et voilà, quoi, qu'on revienne un peu aux choses basiques. On me dit c'est ce soir à 23h15. Oh là Qu'est-ce là. Et on connaîtra le résultat dans la journée. Bah Vinicius, il croyait l'avoir à 11h du matin. Oui, oui, c'est ça. Il y aura les leaks. Il l'avait un peu moins à 15h, il paraît. Et alors à 19h, Non, mais il l'avait complètement dans le est-ce pétou. et est-ce que le PSG va se déplacer lors de la cérémonie cette fois? Ah, Est-ce c'est qu'on va se incroyable. rendre à Si des c'est endroits où on Yamal n'est qui pas gagne. respecté? Non, mais ça va être on me dit on s'en fout, il y aura un PSG Toulouse à débrief. Non, 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 non. C'est bon. Ça va aller. PSG Toulouse, il sera débriefé avant, quoi. Bon, écoutez, on verra comment on fait. J'ai jamais regardé cette cérémonie. Bravo à toi, tu as gagné du temps de vie utile parce que c'est complètement nul. Bah, il y Enfin, a toujours le podcast en même temps, hein. C'est ouais. toujours un lundi, non? De toute façon, donc. C'était le lundi. C'est vrai quand j'ai. Mais avant, c'était pas un peu plus tôt? Non, c'est le lundi. Euh, Non, non, c'est ça. plutôt dans l'année, tu veux dire? Euh, C'était plus non, non, tard, plutôt, tu veux ouais, dire. non, 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 mais plutôt en termes C'était en d'heure. décembre, Ça novembre. finissait pas à Ah 23h15, ça ouais. finissait un peu plus Ah tôt. non, c'est toujours, ouais, non, c'est toujours 20h ou quelque chose comme ça, Non, je mais c'est parce que crois. maintenant c'est sur la saison sportive. Avant c'était sur l'année civile. Ouais, Ouais, c'est peut-être ouais. ça, ouais. Après, c'est vrai qu'à l'époque, on la prenait surtout dans France Football avec tout ça, dans le journal Oui, et ah Ouais, oui, tout. dans non, mais là, Téléfoot oui, aussi. Hein. d'accord. Ouais. Mais là, je parle d'un temps où on comptait encore en francs, hein, donc ça a changé depuis. Internet est arrivé, hein, je vous signale. Voilà. On me dit à 22h43 selon le script, je bosse là-bas. Bah écoute, merci à toi. Et on me demande Très bien. est-ce que vous allez commenter en live la cérémonie pour vivre une Ziyech? Alors, pour ceux qui n'ont pas vécu la fameuse Ziyech, c'était le 31 janvier 2023. Je vous avouerai que ça fait partie des moments que j'ai réécouté plusieurs fois dans ma vie. C'est mon moment préféré du podcast. Le moment où je vous On dis invitera Adrien Chantegrelet pour débriefer le Ballon d'Or féminin, j'imagine, puisque c'est son aire ah d'expertise. bah tout. Là, il m'a dit que ça va être chaud entre Marinette Pichon et Jenny Longo, hein. Mais à part ça, il en sait pas plus. Peut-être qu'on fera effectivement un live Ballon d'Or. C'est terrible. On me dit mon fils de 6 ans m'en parle sans arrêt, c'est terrible. Ah, je suis désolé pour toi. Il me parle de Lego, c'est pas forcément mieux au bout d'un moment. Et bon, le transfert de Lucho Acosta. Pepito Acosta, s'il vous plaît. Il s'appelle Pepito Acosta. Pepito Acosta qui a quand même passé une journée enfermé à Clairefontaine pour absolument rien avant de repartir aux États-Unis. Légende du podcast, Pepito. Bon, on revient à PSG Angers parce que je sens qu'on va pas rester concentré très longtemps. Est-ce que sur l'aspect collectif, individuel, vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que j'ai le droit de dire que les corners ont été tirés avec le cul ou pas encore? Franchement, j'en peux plus des corners du PSG. Entre Doué, Nuno, il y en a pas, il y en a jamais un qui est dangereux. Je sais pas si on a été Les dangereux coups francs aussi. Hein. Ah, les coups francs aussi. Ah Appliquez-vous. oui, les coups francs. Là, j'ai vu. Ouais. Qui c'est qui a envoyé? C'est Doué qui a tiré au-dessus cette C'est fois-ci. doué, c'est doué. Ouais, 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 ouais. Un Désir- nouveau tireur qui n'a pas fait mieux que les autres. Et Lee aussi, non, Lee, il a pas eu cette fois-ci la chance encore? Ah, je sais plus. Il, Ouais. En il en fin a de pris un, match. il me semble. Ouais, il tire en fin de Ouais, match, Lee. ouais, mais c'est pas dans le mur, je sais plus. Oh, je sais pas. Ouais, bon.
En tout cas, c'est pas fameux ce qu'on produit actuellement sur coup franc. Mais bon. Ah tiens, question intéressante sur le live. Mathieu, vas-y, pardon, fini. Non, juste une phrase. En conférence d'avant-match ce week-end, j'ai lu que Xabi Alonso il était interrogé sur les coups de pied arrêtés. Il disait, moi, pour le moment, au Real, j'ai pas eu le temps de les travailler, en fait. On est au début de saison, oui. c'est pas du tout la priorité. Et Oui. je mets d'autres choses en place. Les coups francs, les coups de pied arrêtés, on verra ça un peu plus tard. Et, Après, il a je plus pense de que c'est travail. là, évidemment, il part d'une base, il part Dégueulasse. de zéro. Hein. Donc ça n'arrive pas au même stade, mais je pense que oui, ils sont pas dans l'optique de beaucoup travailler les coups de pied arrêtés en ce moment, je pense, côté PSG. Parce que là, en plus, là, on avait quoi? On avait 5 jours de préparation Ouais, entre Nantes et Angers. Le lendemain de décrassage, même si on n'a pas eu aussi un jour de repos. il y a eu du repos. Ouais, il y a eu du repos. Donc, il te reste peut-être 3 entraînements avant le match. Voilà, 3 entraînements avant le match, je pense que t'en dédies pas un au pied arrêté. Donc, voilà, je pense que c'est aussi peut-être de là d'où peuvent venir les difficultés C'est qu'on possible. rencontre sur coup de pied arrêté. Il faut tout simplement se remettre à travailler cette phase. Ouais, tiens, sur live, le but contre Nantes, ça vient d'un corner tir à 2. Oui, c'est vrai, c'est un corner tir à 3 même, puisque Mendes Dembélé pour décaler Vitinha, ça c'est vrai. Donc on n'a pas tout raté non plus. On nous dit Mbappé désormais tireur attitré des coups francs. C'est à ça qu'on mesure la décadence d'un club, je crois. C'est un bon moyen de le mesurer. C'est à quel point vous donnez des choses à Kylian Mbappé, vous savez à quel point c'est le bordel. Et attendez, je lisais un truc. Est-ce qu'il y a du vent à Valdebebas? Alors je ne sais pas, mais au campus PG, en tout cas visiblement il y en a. Et je sais pas si, en fait, c'est marrant, c'est que je trouve que les coups francs, les corners, c'est un peu comme les pénaltys, quoi. T'as des bons tireurs ou des pas trop mauvais tireurs théoriques, mais t'as pas trouvé le mec qui va faire ce qu'il faut, tout simplement. Enfin, le bon tireur. Honnêtement, on a eu du Nuno qui a été bon à une époque, mais ça s'est pas continué. On a eu Doué qui en avait tiré un très bien, mais depuis c'est la cata. Bon, faut que ça tourne. Après, c'est sûr que comment ça s'appelle? Les coups de pied arrêtés, il y a une demandée sur live. Est-ce qu'il manque au PSG, ce serait pas un entraîneur de coups de pied arrêtés? Je pense que Luis Enrique, on ne rentre pas dans son staff technique comme ça déjà. À savoir, il est quand même très 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 sélectif sur qui est intégré. Et je pense que le dénommé Raphaël Paul a plus que montré sa compétence en matière de gestion des coups de pied arrêtés, que ça soit défensif ou offensif. Donc, on va peut-être lui laisser un peu de temps. N'oubliez pas, pardon, que l'an dernier, c'est dans la durée que le staff du PSG a su régler notamment le problème des coups de pied arrêtés défensifs. On en a pris beaucoup au début et à la fin, très très peu. Très 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 peu. Regardez, on en prend pas un contre Arsenal, on en prend pas un contre Liverpool. Alors des fois c'était sur un fil avec le hors-jeu, mais le hors-jeu ça fait partie des armes pour repousser les coups francs. Et j'allais dire les corners, mais non, surtout les coups francs. Mais donc, laissons peut-être un peu de temps à tout ça. On a pris 0 contre les spécialistes du domaine. L'Inter Milan, ils ont été dangereux sur un corner par Thuram, mais encore, il n'est pas tout seul le mec. Hein. Donc, je pense que Raphaël Paul a toute la confiance de Luis Enrique quant à la gestion des coups de pied arrêtés, que ce soit offensif ou défensif. Voilà, tout simplement. Donc, à voir la suite. Toujours sur PSG Angers, on va bientôt boucler là-dessus. Mathieu, Daryl, est-ce qu'il y a un autre truc qui vous a interpellé on peut parler des perfs individuels, si vous voulez, dans les bonnes choses, dans les mauvaises choses. On me dit pas un mot sur le match de Ruiz. Vous inquiétez pas, j'y viens. Mais sur l'aspect un peu général, non, rien. Bon, en fait, j'avoue que le match n'était pas non plus, il n'y avait pas non plus 10 000 trucs à dire. Donc, et puis ça, sur les coups de pied arrêtés, pour finir, on aura toujours le déficit de taille, ça va pas changer. Confiance au staff. Avant qu'on attaque les perfs individuels, je voudrais remercier les subbers parce que j'ai complètement oublié jusque-là. Donc merci à Bebop Mott, merci à Rick Frido, merci à Mamia Ouhou, merci à Daz92. Alors Daz92, c'est Daryl quand même. Alors je tiens à préciser, ce n'est pas de la corruption. Ce n'est pas parce qu'il sub qu'il est invité. Merci à JV Aurel, merci à Adu Ballon, merci à Dawid97, à Roger AA, que j'embrasse puisque j'ai passé une soirée avec lui pendant mes vacances. Donc rencontré via le podcast notamment, comme quoi ça mène vraiment à tout. Et donc je l'embrasse, lui et toute sa famille. Merci à Elwood64, merci à PRL Pierre et merci à Bidda1983 qui était la semaine dernière.
On parle de la malchance de Ruiz. Il n'y a pas de malchance chez Fabien Ruiz. Il y a que du talent et des péripéties. Non, évidemment qu'on va parler du match de Fabien Ruiz qui avait été absolument horrible à Nantes la semaine précédente, parce qu'il faut quand même le dire, et qui a été le petit prince de Séville ce vendredi soir en marquant le seul but du match, du pied droit qui plus est, qui aurait même pu mettre un triplé. Puisqu'il tape le poteau et qu'il fait une tête qui passe juste à côté. Enfin, c'est fou, c'est que limite les hors penalty de Dembélé, les 3 plus grosses occasions du match sont pour lui, quoi. On me dit il méritait un triplé. Il garde le triplé pour la Ligue des Champions. Mais en revanche, il faut reconnaître qu'il a un jeu de tête absolument catastrophique malgré sa taille, parce que c'est pas la première fois qu'en bonne position comme ça il rate le cadre. Je veux pas vous rappeler un mauvais souvenir, mais en demi-finale contre Dortmund, je crois qu'il en rate une à l'aller, une au retour. Mais dans le jeu, plus sérieusement, il a globalement la montée en puissance du PSG avant la pause, où on a comme ça pendant un quart d'heure pas mal d'occasions. Je trouve que c'est uniquement la montée en puissance de Fabien Ruiz et de Ousmane Dembélé en fait. Et à eux deux, ils montent d'un cran et le PSG mais change de dimension offensivement de façon assez incroyable. Puis globalement, bah, vous mettez deux très très bons joueurs de football, euh, bah, ça fait des bonnes choses quoi. Donc un très très bon match de sa part. On me demande est-ce qu'il peut faire ça toutes les semaines? Moi je pense que oui, mais après il y a aussi une expression collective, ça dépend des joueurs autour de lui. C'est un joueur qui est capable de s'effacer pour les autres. On l'a déjà vu plusieurs fois. Donc ce PSG, les joueurs sont capables de s'effacer les uns pour les autres, au profit des autres, j'ai envie de dire. Donc Ruiz est un joueur qui sait faire ça, mais dans un soir où Barcola ou Doué où Dembélé vont tout réussir, il leur donnera la balle et il les laissera faire et c'est exactement ce que lui demande le coach. Donc 150 ballons touchés Ruiz. Non, c'est pas Vitinha plutôt qu'à 150 parce que Ruiz, il a pas touché C'est les deux, c'est les deux. Ah les deux peut-être, ouais. Je crois que, ouais, en gros, bah, j'avais les stats sous les yeux tout à l'heure. Je crois que, ah ouais, voilà, Vitinha, c'est 165 et Ruiz, 146. Oh là, c'est beaucoup, hein. Oui, oui, oui. C'est pas forcément Oui, oui. positif en fait même. Euh, Ouais, c'est un peu trop là, mais après, ouais. c'est très dépendant de la performance de l'adversaire. Il y a aussi Hakimi à 154. Ouais, bah voilà. Après, ça- C'est pas des joueurs que tu retrouves, enfin si Hakimi, mais c'est pas forcément des joueurs que tu vas beaucoup trouver dans la surface. C'est en ce sens que je trouve pas forcément ça ultra positif dans le fond. Mais après, Angers Non, on te a force passé à ce beaucoup de temps à match, quoi. préparer. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et bon, Bon. un avis sur le match de Fabian, Daryl, forcément très positif, Ah j'imagine. bah, bien évidemment, j'ai trouvé son match bah, excellent. Ça m'a un peu surpris d'ailleurs parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir un Fabian aussi en forme en début de saison. Mm. Bah, justement, tu as parlé du match contre Nantes et Fabian, c'est plutôt un joueur qui a tendance à monter en puissance. C'est un diesel, quoi. Donc, il monte en puissance progressivement en cours de saison et puis il arrive vraiment à un niveau très satisfaisant en deuxième partie de saison plutôt. Là, bah là non, on a revu le Fabian de la fin de saison dernière où bah, on sent que maintenant il est vraiment bah, totalement en fait à sa main dans cette équipe. Il a un rôle qui maîtrise à la perfection et il est même, on parlait tout à l'heure de Vitinha qui était indispensable, mais même Ruiz, son absence dans le 11 se fait clairement sentir. Il a une telle intelligence de jeu, une telle faculté à faire le bon choix dans beaucoup de circonstances que c'est compliqué de se passer de lui. Et puis là, mine de rien, il commence quand même à être à devenir un peu régulier en termes de buts. Il y avait son doublé évidemment contre le Real. Il y a avant ça son but précédent, c'était peut-être contre Arsenal. Je sais pas s'il a marqué entre temps. Mais voilà, il y a son but contre Arsenal au retour. Donc c'est un joueur qui, en plus, bah, de par son rôle, est amené à être régulièrement dans la surface et où il a des gestes, de très beaux gestes. Hein. Je pense à un autre but aussi, celui où il est servi par Dembélé. Là, alors je sais plus dans quel match, c'était en Ligue 1. Je sais plus quel adversaire c'était, mais il reçoit un ballon là de derrière
et il réussit sur son déplacement à finir en une touche de façon sublime. Donc Nice. nous, Fabian Ruiz. C'est la C'était défaite Nice. c'est la défaite contre Nice. Ah, c'est la défaite. Ah Ouais. bah ok. Ouais. Ouais, je me semblais bien que c'était en fin de saison. Donc voilà, non, Ruiz, excellente prestation. De loin, l'homme du match. Clairement, oui, le moment où on s'est montré le plus menaçant sur la cage, où on semblait vraiment le plus en mesure de marquer des buts et même de les enchaîner. C'était, ouais, comme tu l'as dit, quand il est vraiment monté en puissance et qu'il a pris un petit peu plus les choses en main, qu'il a su accélérer le jeu. Et donc voilà, c'est un excellent joueur. Dont d'ailleurs, là, il est rentré dans son avant-dernière année de contrat, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. À chaque fois, je suis très surpris qu'on n'entende pas de nouvelles, de prolongation, de choses C'est comme ça. hallucinant. Alors, Non mais vraiment, c'est ouais, hallucinant cette histoire. J'en ai parlé dimanche sur le site parce que c'est un truc qui me fait halluciner, c'est que c'est le seul mec du 11 de départ où on n'a dont jamais je parle entendu, jamais contrat. voilà, on n'entend jamais parler de contrat alors que, enfin, dans des Quasi sources trentenaire, sérieuses. hein. Bah, il a 28 quoi. T'es pas Oui, non. oui. Je suis d'accord, mais tu vois, Il est au pic de sa carrière là. ouais, voilà, Et puis mais Moi, ça pas. m'étonnerait pas qu'il Joueur, y ait un renouvellement au moment et que ouais, c'est on ça. entend de plus en plus des intérêts de clubs du golf, je crois saoudien. ouais, mais ça l'intéresse pas lui. Bon, à voir ce qu'il Bah, veut, hein, mais. Non, mais après la Coupe du Monde, évidemment, pas pour cet été ou ce genre de plan, mais ça Ah non, m'étonnerait cet pas que été, le PSG, c'est clair. ouais, que le PSG, à un moment, veuille recruter un milieu de terrain plus jeune. Oui, oui, mais préparer la succession éventuellement, mais de là, je sais pas, ne jamais évoquer l'éventualité d'une prolongation. même, Bon, même c'est outre quand même l'histoire de surprenant. la prolongation, il y a aussi le, on me dit de la 20, c'est un 96, Fabien? J'étais persuadé que c'est un 97. Ah oui, c'est peut-être un 96. Moi, il y a question de la revalorisation surtout. Parce que Oui, là, enfin, oui, c'est un 87, donc il a 29 ans, effectivement, pas 28. Euh, Enfin, c'est un des tout meilleurs joueurs de l'équipe, et ça serait pas non plus délirant que le PSG le revalorise quand même, en fait. Tout simplement. Alors, ok, ça va faire hurler parce que bah, il a 2 ans de contrat, il a signé ça, je suis d'accord. Mais ça fait 3 ans qu'il est au PSG, ça fait 2 ans que Luis Enrique en fait un joueur archi important, qu'il est considéré comme un des meilleurs milieux d'Europe, ou même du monde. Euh, Je sais pas, moi ça me paraît pas délirant qu'il soit revalorisé. Vitinha a été revalorisé, tous ils ont été revalorisés. Warren a été revalorisé. Warren aujourd'hui, je crois qu'il doit toucher pas moins du triple ou le double de Ruiz. J'ai envie de dire, en termes de football, il y en a un qui est le double de l'autre, hein. Donc voilà, c'est vrai qu'il y aura peut-être Mayulu Après, pour prendre. c'est sûr que tu vas passer à la caisse pour certains joueurs. Mm. Même ceux qui sont arrivés très récemment, des joueurs comme Doué, Neves et Pacho, Ouais. ils sont arrivés avec un statut qui a rien à voir avec le leur aujourd'hui. Mm. Ils sont dans les listes du Ballon d'Or, qui ont fait complètement installés dans l'équipe, alors qu'au départ, quand ils arrivent, tu sais même pas s'ils vont être titulaires. Donc c'est sûr que Dembélé, si jamais il prend le Ballon d'Or, possible que Sissoko il tape à la porte. Donc c'est évident que tu vas avoir à gérer d'autres situations au niveau contractuel dans les prochains mois. Non mais Mais, c'est sûr. ouais. Après oui, il y a pas pour Fabien Ruiz, je pense qu'il n'y a pas d'urgence, on va dire. Non. Le PSG se sent pas en urgence parce que il va venir te chercher un Fabien Ruiz trentenaire. A priori, pas de club pour rivaliser avec le PSG sur le plan sportif. Ouais. Ah, non mais c'est vrai que je sais plus qui me disait ça que Fabian après la Coupe du Monde 2026 petite pige à 30 ans en Arabie Saoudite pour un contrat délirant, peut-être. Bon, à voir. À voir, à voir, écoutez. Mais en tout cas, je me suis régalé de son match. Tu veux rajouter quelque chose sur le joueur, Mathieu? Non, Le- non, vous avez tout dit. C'est Très bien. évidemment un maillon très important pour la fluidité du jeu. Ok. Non, il y avait un truc que je voulais dire sur le milieu de terrain. Non, c'est un peu dommage que Mayulu soit pas là en ce moment. Je trouve que ça fait partie des matchs comme ça, un peu début de saison où bah, il a pas lancé sa saison vu qu'il est toujours blessé. Mais j'espérais que qu'on le voit et puis bah il est toujours en phase de reprise, donc on peut espérer que de le revoir très bientôt. Mais bon, Puis il a un profil intéressant pour ce type de match en plus pour ouvrir les blocs avec exactement. Ouais. ses appels entre central et latéral par exemple, Mm. qui peuvent faire
sont intéressants. Et Zaire, il a fait une fois en deuxième mi-temps, Ouais. pour me souvenir, mais sinon, c'est surtout Ruiz qui le fait dans l'équipe, ses appels dans la surface, en espérant être touché par le délié. Mais ouais, Mayoulou aussi a cette capacité en lui. C'est dommage qu'il rate un peu ce début de saison. Mais je sais pas, au début, on disait que la blessure de Mayoulou était sans gravité et devait lui permettre de rejouer assez rapidement. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il sera de nouveau disponible face à Toulouse? Bah, C'est un peu, le ce serait le dernier, on va dire. dernier point médical, ça parlait reprise. Donc en général, Mayolou, ça devrait revenir quoi. Mayolou et finita quoi. Voilà, finita la blessure, Mathieu. Ça revient, hein. Non mais je sais pas. J'avoue que je suis pas spécialement inquiet. Les petites blessures comme ça musculaires de début de saison, tu rates 2, 3 matchs. Faut quand même réaliser qu'on a joué nos 3 matchs en 10 jours au final. On a joué le 13, le 17, puis le 22, même en 9 jours. Donc c'est pour une blessure musculaire, bon, ça va un peu vite, hein. Tiens, on nous demande, vous voyez un potentiel futur titulaire dans Mayolou? Franchement, je ne sais pas. Ah, il y a 3 ans, j'aurais même rigolé devant la question. Aujourd'hui, il a une courbe de progression qui est tellement hallucinante que je pense que il est capable d'être un joueur qui compte. Alors un titulaire, je sais pas, mais clairement un joueur qui compte en tout cas. Après, il faudra voir les questions contractuelles avec lui aussi. C'est un peu compliqué. Ça peut vite être compliqué parce qu'il lui reste, il avait signé 3 ans, je crois. Il était dernier, donc ça peut être un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, on lui souhaite le meilleur et il a vraiment de très très grandes qualités, quoi. Non, dans les joueurs que je suis content de voir semaine après semaine, une personne me parle sur la live, me dit ouais, Luis Enrique va donner combien de chances encore à Ibrahim Mbaye? Bah, j'espère qu'il va lui en donner encore plein jusqu'à ce qu'il devienne le joueur l'ailier qu'il est censé devenir. Parce qu'on parle d'un joueur de 17 ans et il faut qu'il continue. Et je trouve qu'il prend de plus en plus sa chance, donc c'est pas évident, mais c'est ce qu'on lui demande. Et si Luis Enrique le fait jouer semaine après semaine, c'est parce qu'il est bon aux entraînements, tout simplement. Il peut devenir quel Plus à joueur? l'aise à gauche. Ouais. Ah, pardon, j'ai pas compris, vous avez parlé en même temps. Je posais juste une question. Il a l'air un peu plus à l'aise à gauche qu'à droite, non, Mbaye? Alors, moi en club, je l'ai tout le temps vu à droite. Et je le trouve très bon à droite dans un espèce de rôle de faux ailier, de joueur de demi-espace. Lui se préfère à gauche. Lui se trouve plus à l'aise à gauche. Voilà. À droite, au PSG, je pense qu'il y a que des mauvaises minutes de sa part. Donc, je sais pas si. Il y en a vu des bonnes contre, c'est pas Strasbourg une fois. Je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas eu beaucoup de bonnes minutes. Après, Effectivement, je pense qu'il n'est pas assez à l'aise à gauche. J'ai l'impression qu'il a plus d'opportunités pour passer en vitesse et prendre le dessus sur son vis-à-vis. Mon problème, c'est évidemment le poste à gauche est complètement bouché entre Barcola et Gvara. Mais on aurait plus besoin d'un profil à droite, on va dire. Mais c'est un peu ce que je ressens sur ces apparitions. ouais. Mais pour répondre à la question, il peut devenir quel joueur et c'est quoi son plafond? Bah, il est quand même considéré comme un des tout meilleurs joueurs de la génération 2008, pardon, parce que je vous raconte c'est un 2008, Mbaye. Donc ça vous dit un peu c'est pour ça que je dis qu'il est censé devenir quelqu'un de fort, de devenir un joueur très 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 fort. Enfin, c'est histoire de quand même que vous réalisiez. On parle d'un joueur qui à 16 ans a été intégré au groupe professionnel des champions d'Europe. Il est allé à l'entraînement, il est pas reparti lui. Et Luis Enrique lui a redonné sa chance, il l'a gardé, il l'a fait mûrir, etc. Donc je pense que ça dit déjà quelque chose de son talent. Après, il faut prouver en match, et on voit qu'en match, il n'est pas autant à l'aise. Mais au départ, c'est un joueur qui est très, 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 très coté chez les jeunes. S'il a eu le plus gros contrat de l'histoire du centre de formation, c'est pas juste parce que il est bien coupé des cheveux ou ce genre de truc. C'est parce que c'est quand même un très gros potentiel au départ. Non, non, on va pas galérer, on risque pas de le galérer à le garder au club vu le contrat qu'il a, hein. J'espère, hein. Donc voilà. Et oui, Rio Ngumoa est un excellent joueur aussi. Il a 6 mois de moins, il a marqué le but de la victoire ce soir. Et qu'est-ce que j'y peux? Je lui souhaite le meilleur aussi à ce jeune. Mais non, non, laissez IB grandir tranquillement. Je pense qu'on ne regrettera pas. Sur PSG Angers, vous avez un dernier truc à rajouter ou pas dans les perfs individuels, Mathieu, Daryl, il y a un mec qui dont vous voulez parler. On a un peu parlé finalement des joueurs tout au long de l'heure qu'on avait faite sur le match. Oui, non, Mathieu, Daryl? Oui, Ouais, Daryl. il n'y a pas vraiment non, bah, il y a pas vraiment de perf qui m'a marqué.
mis à part voilà, bon, les prestations de Mbaye, bon, je qualifierais pas ça pardon, de marquant, mais en tout cas, on note qu'elles sont de plus en plus consistantes, ce qui est une bonne nouvelle. Et bah, ouais, on vient de l'évoquer, mais effectivement, il a de plus en plus de temps de jeu. En tout cas, il a pas mal de temps de jeu sur ce début de saison. Et je trouve que il en profite. En tout cas, il montre des choses intéressantes. Donc, voilà, il continue. Mais sinon, mis à part ça, c'est difficile de parler d'un joueur. On aurait pu parler de Lucas Chevalier, mais là, il sort de 2 matchs où il était totalement désœuvré. À l'ennui, le pauvre. C'est terrible. Parce que bon, d'ordinaire, il y a quand même toujours 1 ou 2 arrêts à faire. Enfin, des choses, quoi. Des choses à se mettre sous la dent. Mais là, c'est quand même 2 matchs sans tir cadré concédé, pour en ce qui nous concerne. Non, mais Donc, encore à ce Nantes, qui est assez fou d'ailleurs. à Nantes, tu vois, il y a un centre où il s'interpose et Nantes est un peu venu devant le but vaguement sur la fin. Là, il n'y a rien de rien. Si, il y a la frappe de Belgdim qui passe à côté, mais on me dit sur la Chevalier était à Lille pendant qu'on jouait le match. Ah bah, personne. On m'a aussi proposé, et si on donnait les pénaltys à Chevalier pour qu'il s'occupe pendant les matchs, mais ça peut marcher aussi. Mais non, ouais, on verra à Toulouse s'il est aussi peu sollicité, mais sinon, limite, bah, il a eu un baptême contre Tottenham, mais depuis, bah, après, c'est bien, Depuis, il n'y a rien. bah, ça lui apprend aussi que il faut attendre. Ça va être ça aussi les matchs du PSG, quoi. Ah ouais, il découvre un autre métier. Ouais, là, ouais. Bon, à voir. Mathieu, il y a un joueur dont tu veux parler rapidos. Oui, non. Bon, Mathieu répond pas, donc ça veut dire non. Juste, j'ai beaucoup aimé le match de Marquinhos en vitesse. J'ai trouvé vraiment très bien pour gérer les contres. Avec Pacho, c'est quand même toujours une super paire. Nuno Mendes est toujours un très beau joueur. Vitinha dicte notre équipe de façon merveilleuse. Quelle joie de retrouver Joao Neves. Parce qu'on n'en a même pas si t'en as vite fait parler Daryl, mais ce bon vieux Joao a quand même un petit joueur de football, ma foi, fort sympathique. Et on l'a pas beaucoup vu en deuxième mi-temps, mais Désiré Doué a quand même envoyé une première mi-temps de très très haut niveau. Il y a des gestes, ce qu'il fait côté gauche à un moment là quand il élimine 3-4 joueurs, la frappe qui passe juste au-dessus. C'est vraiment, on me dit Doué qui fait un roleplay de Neymar, mais ouais. Il y a des gestes, il y a du Neymar. La percée côté gauche, totalement Neymar. Revenir en arrière comme ça, faire semblant de temporiser, repartir de l'avant, accélérer. Non, vraiment super, super, super joueur, je trouve. Barcola décevant, bah Barcola, il manque un peu de jambes, il n'a pas été très bien servi non plus. Mais ouais, moi autant la deuxième mi-temps de Doué, je suis un peu perplexe. J'ai l'impression qu'il est pas revenu des vestiaires. Et le fait que Dembélé soit passé côté droit a éloigné le ballon de lui aussi. Parce que Dembélé côté droit avec Hakimi, c'est un aimant à ballon monumental. Mais globalement, ouais, la première mi-temps de Désiré Doué, pour un gamin de 20 ans, il y a quand même de la moelle dedans, quoi. Il y a du dribble, des frappes, de la percussion, du pressing et tout. C'est complet, hein. Vraiment, je sais pas si on se rend compte à quel point, pour un gamin qui a pas eu de prépa, hein, globalement, il est comme les autres, hein. Mais il a envoyé, il envoie quoi, tout simplement. Et le match, il y a de la moelle, quoi. Donc vraiment, c'est bien. Et j'espère que ça va continuer comme ça parce que on va avoir besoin de lui cette saison. On a fini sur PSG Angers, Mathieu, Daryl, je pense que oui. On passe, on fait vite fait point mercato. On dit pourquoi Bradley Barcola ne tente plus les 1 contre 1. Tiens, vous avez un avis là-dessus? Pourquoi Barcola ne tente plus le 1 contre 1, Mathieu et Daryl, pour finir un peu sur ce. Parce qu'il a pas les... Oui, vas-y. Là, j'ai l'impression que c'est surtout qu'il a pas les jambes, qu'il manque d'explosivité, ou en tout cas, il manque de confiance en lui pour prendre le dessus sur ses partenaires, enfin sur ses adversaires, pardon, en vitesse. Voilà, j'ai l'impression que s'il est lancé en fait en profondeur et s'il a le temps s'il a de l'espace et qu'il a le temps d'accélérer, ça va, mais il a du mal, en tout cas c'est l'impression qu'il me donne, à vraiment euh, être explosif sur les premiers mètres, quoi. Et je pense que c'est ça qui fait que bah en ce moment il tente pas du tout le dribble. Peut-être. Je sais pas. À voir la suite. J'avoue qu'être un peu. Est-ce que c'est parce qu'il a. On me dit sur là, c'est parce qu'il est à 1 contre 2. C'est possible aussi. Il n'y a pas d'espace, c'est vrai.
Oui, oui, mais on l'a vu déjà tenter des 1 contre 2 assez rarement. C'est vrai que lui, quand il y a la supériorité numérique côté défenseur, il a plus tendance à être conservatif. Mais même des 1 contre 1, il les tente pas là. Même les situations, on arrive à le trouver en position idéale pour qu'il essaye de faire la différence. Il y va pas vraiment. Donc, ouais, j'ai vraiment le sentiment que c'est une question de moyens physiques du moment, quoi. C'est possible. À voir. Écoutez, on aura vite la. C'est le seul joueur offensif qui a joué les 3 matchs, qui a débuté les 3 matchs, si je ne m'abuse, pour l'instant, puisque Gvara a pas joué, Dembélé a pas débuté à Nantes, Doué a pas débuté à Nantes non plus, donc Barco a marqué, enfin, a débuté les 3 matchs de la saison. Comme quoi, soi-disant, il joue jamais, on rigole bien. Par contre, un truc, moi, une personne a fait la remarque sur live, il est temps que nos joueurs offensifs commencent à avoir des statistiques. Parce que là, on a mis 2 buts en Ligue 1 cette saison, 2 milieux de terrain. Bon. Euh, Messieurs Barcola, Doué, Dembélé, Gvara et autres Ramos, il va falloir lancer la saison. Le dernier but d'un joueur offensif, c'était Ramos contre Tottenham, mais on n'en a pas mis un encore en Ligue 1, donc il va falloir que ça tombe. Allez, sur ce, on nous dit que des buts en deuxième mi-temps également. Il est vrai, effectivement, on n'a pas encore marqué en première période cette saison. On va passer au mercato, parce que globalement, il faut bien qu'on en parle un petit peu. On parle de quoi au final? Parce que j'ai l'impression depuis la semaine dernière, il s'est passé absolument rien. Bah oui. Non mais si, on va trouver une porte de sortie à Il y a- Arnao Tenas du côté de Villarreal. Oui, et puis il Les y a Renato qui est parti en prêt. parti à Porto. Rodrigo Mora, je sais pas s'il est arrivé jusqu'à Al Ittihad. Il s'est mis des corps très vite, hein, visiblement. Lui, ça lui faisait pas peur d'y aller. Porto, pour l'instant, a un peu renvoyé à la clause libératoire. Oui, le transfert de Kolo Muani. Ah oui. Oh, bah, Alors, ça, ah mais ça commence à sentir les problèmes. Mais ça sentait déjà qu'il y avait un souci. J'avais du mal à voir déjà comment la Juve allait trouver la somme suffisante pour satisfaire le PSG. Et puis au-delà de ça, ils ont toujours tenté de mettre, enfin, d'esquiver en fait cette histoire d'obligation d'achat. Et bon, voilà, à l'approche de la fin, ça commence quand même à pas mal ressembler à une impasse. non. On me dit la Juve a gardé Vlahovic. Oui, la Vlahovic a joué ce week-end, a même marqué. Mathieu, côté Juve, on est toujours Randalista ou on change d'avis finalement? Ce qui était drôle, c'est qu'il y a eu une sorte d'emballement de certains journaux italiens la semaine dernière sur un accord déjà ficelé entre le PSG et la Juve et Kolo Muani qui allait être déjà sur la pelouse ce week-end pour l'entrée du championnat. Bon, évidemment, ça n'a pas été le cas. Ça a l'air beaucoup plus compliqué que ça et Alors, a priori, la question du prêt plus option d'achat déguisée en obligation euh, ferait consensus. Après, la question, c'est de trouver, quelles sont les conditions qui permettraient de transformer cette option d'achat en obligation d'achat. Parce que si ça doit être conditionné à la qualification de la Juve en Ligue des Champions, par exemple, ça va être la volonté du club turinois. C'est forcément beaucoup plus incertain et beaucoup plus périlleux pour le PSG de jouer à ce jeu-là. Et deuxième point, c'est a priori le montant total, la somme totale. Bon, il n'y a pas d'accord entre le PSG et la Juve qui voudrait entre 40 et 45 millions, on va dire. Le PSG qui voudrait beaucoup, beaucoup plus, en fait. Est-ce que le PSG joue ce jeu, on va dire, de durcir la corde parce qu'il y a une autre option qui pourrait s'ouvrir en première ligue, par exemple? Ça peut être une hypothèse. Ou est-ce que le PSG fait ça parce qu'il pense que la Juve, désespérée, et aussi fort de la volonté de Tudor de conserver Colomani, va se résoudre à la fin à faire un pas et à craquer un peu dans le jeu de négociation. Donc c'est toujours le jeu habituel, à voir si ça va se finaliser, mais on va dire que Colomani qui s'est un peu enfermé dans l'option unique avec la Juve, aujourd'hui il y a des chances réelles que ça se fasse pas. Donc c'est pas évident, mais parmi tous les départs à gérer côté PSG, je dirais que c'est le plus important et celui de Donnarumma. Donc
C'est malgré tout, de notre côté, il faut pouvoir monétiser, il faut aussi pouvoir faire un transfert qui ressemble à un transfert définitif dans les deux cas. Ouais. C'est vrai que le feuilleton Colomboigny est presque aussi pénible que les matchs de Colomboigny avec le PSG. Et c'est pas un compliment. Mais faut vraiment lui trouver une porte de sortie, hein. Parce que c'est pas possible qu'il revienne. Là, enfin, Mathieu, t'as dit un truc important, c'est il a dit, ouais, ça sera que la Juve et il s'arc-boot beaucoup. J'ai envie de lui dire que le dernier Oui, attaquant il va revoir cette position. non, mais le dernier attaquant du PSG qui s'est arc-booté contre la direction en mode je veux choisir, il s'appelle Hugo Ekitike, il a passé 4 mois à la cave. Donc à sa place, je me méfierais quand même. Asensio, pareil, on l'a mis Ouais, mais pratiquement après, est-ce qu'il 3 y a mois. vraiment des clubs anglais qui sont sur Colomboigny actuellement? Je sais pas. Ça, c'est un peu le flou, hein. J'ai pas l'impression, en tout cas, les gros clubs anglais. Sortiront du bois. Ah non, mais les gros, je Mm. pense pas, mais je pense qu'il y en a qui sortiront du bois en fin de mercato. Je sais Bah pas, là, Là, c'est un la fin. Newcastle, par exemple. Oui, non, mais Merci. vraiment, quand je dis enfin, genre deadline day, quoi, ou un peu avant, enfin, en tout cas le dernier week-end avant donc ce week-end, quoi. ceux Parce que qui. là, il y a pas mal de clubs qui ont des soucis offensifs en première ligue. Bon, je pense que des offres tomberont. Ouais, à En tout voir. cas, son agent devra bien faire quelque chose parce que là, la Juve, qui en plus n'arrive même pas à vendre Vlahovic, euh, donc Bah, il commence à y avoir un peu trop de conditions pour que en une semaine, ce transfert se fasse. ouais. A priori, Vlahovic va pas partir, ça c'est Ah ouais, à ce quasiment point-là? acté, hein. Pardon? Ah bah donc, Ah, je Non, pensais que. Vlahovic, il lui reste une année de contrat. Lui, il veut pas partir. Et il y avait des rumeurs, peut-être plus que des rumeurs, on va dire, avec le Milan, Ouais. avec soi-disant Allegri qui aurait fait une demande de transfert, en l'occurrence Vlahovic. Mais là, le Milan va prendre l'attaquant qui était convoité du Sporting, qui était aussi convoité par Rennes. Ardeur, ouais, c'est Et ça? c'est pas du tout, c'est ça exactement. Et Vlahovic est pas du tout dans les paramètres économiques du Milan et dans le type de joueur que recrute ah le bah Milan. oui, là, Donc effectivement. Mathieu vient de nous offrir un petit bout d'Italie en parlant de paramètres économiques du Milan AC. Vous n'avez pas idée à quel point. Là, je viens d'ouvrir la Gazzetta, là. C'est total, c'est extraordinaire. Mais oui, oui, bon, bah écoutez, ouais. Après, je sais que côté turinois, ils avaient l'air de dire que même si Vlahovic restait, ils voulaient faire signer Colomboigny quand même. Bon, c'est Oui, c'est qui? possible, hein, c'est possible. Après, Ah voilà, bon? ça ferait Ils ont en les plus. moyens de faire ça? Non, je pense pas. Mais après, le problème de la Juve, c'est que, en fait, c'est à chaque fois reporter le transfert sous l'année d'après, en fait. Mm. Tous les transferts qui avaient été faits l'an dernier, ils sont tombés cet été. C'est-à-dire que je pense en termes d'options d'achat, la Juve a dû lever pour 150 millions d'euros cet été. Donc que des joueurs qui étaient dans l'effectif l'an dernier. Et dont la moitié, Euh, tu t'en débarrasserais déjà, ça changerait rien. et là, c'est un peu, essaye de répéter un peu le même coup avec Colomani. Il n'y a pas de possibilité de sortir 50, 60 millions dès cet été. Donc, tu essayes de reporter ça à l'an prochain en faisant une option d'achat conditionnée selon différents paramètres. Mais, euh, mais oui, pour sortir là les 50, 60 millions dès cet été, non, la Juve peut pas. Et d'ailleurs, le mercato de la Juve est complètement bloqué, hein. Il y a pas eu de recrue en dehors des joueurs qui étaient déjà présents, en dehors de Jonathan David et en dehors des joueurs qui étaient déjà présents en effectif l'été dernier, qui étaient en prêt. Eh ben, c'est pas très rassurant. On va voir. On me dit comment ça Ah se non, fait j'oubliais João Mario aussi à droite, parce qu'il y a eu un ah, échange avec Alberto Costa à Porto. dont tous les Portugais se réjouissent, ce qui est pas très bon signe. Mais bon. Akliouche, c'est vraiment mort. Bah oui, à cet instant, entre les demandes de Monaco et le fait que le PSG a lâché l'affaire depuis un moment. Après, Akliouche, ça fait partie de ces joueurs où le PSG, il faudra voir si Lee finalement devait partir. Aujourd'hui, c'est difficile de faire signer Akliouche si t'as pas fait partir Lee, quoi. Donc, Bah, côté arrivé, c'est rideau côté, pour le PSG, non? à voir les départs. Ça semble se diriger vers ça. Moi, je m'attends pas à une fin très agitée, mais je me méfie. Comment il s'appelle? L'ami Luis Campos, c'est quand même un agité des derniers jours. Donc, on dit Ouais, c'est mais la. justement, est-ce que ça n'a pas changé, ça, Philo? Parce Bah, que tu regardes depuis l'an dernier, Hmm. le profil, le type de joueur que recrute le PSG, c'est assez clair, hein. Des joueurs, Ah, déjà des besoins qui sont identifiés par le staff technique, des joueurs qui sont observés de longue date. Et si t'as pas la possibilité de recruter le joueur à l'instant T, bah t'attends 6 mois en fait.
Ouais, je Je suis sais pas, d'accord avec Saïd toi. Kara, on avait essayé de recruter l'été dernier, on l'a pas pu le faire, donc on l'a recruté durant l'hiver. Là, pareil, cet hiver, on voulait Zabarni pour remplacer Skriniar à Ouais, à ce moment-là. l'époque. Ouais, et ça n'a pas pu se faire. Bon, on a pris le risque de rester numériquement un peu découvert pour pouvoir être sûr de faire ta cible prioritaire 6 mois plus tard. Là, j'ai l'impression que on n'est plus vraiment dans le type d'opportunité des derniers jours, voilà, du joueur qui serait proposé, etc. Bon, évidemment, si Newcastle demain te propose Isaac, peut-être que tu y réfléchis et tu vois comment tu peux monter un Non mais accord, mais des en joueurs fait, vraiment supervisés de longue date je suis d'accord avec et toi. vraiment voulus et ciblés par le PSG, je pense que voilà, il y en a plus marché. Il y avait Mastantuono, et si tu avais fait Mastantuono, bah, probablement que tu aurais poussé un peu plus Lee vers la Voilà. sortie. Ouais. Mm. Le truc, c'est que en fait, comme l'a dit Daryl, les clubs anglais, là, ils arrivent dans le moment où ils deviennent complètement débiles. Là, on est à 19h au pub en Angleterre le samedi. Ils commencent à attaquer les tournées de pinte. Donc en fait, les tournées de pinte, tu peux considérer que c'est des journées de première ligue. Donc au bout de 2-3 journées, ils commencent à être ivres. Ils font n'importe quoi. Et c'est là où ils vont envoyer des propositions absolument indécentes pour Lee ou pour ce genre de mec. Est-ce que le PSG va pas être tenté quand même au bout d'un moment de le mettre à la porte? Et je pense qu'ils sont capables, une fois que le joueur est parti, de remplacer très très vite un joueur. Faudra voir aussi un joueur comme Beraldo s'il veut partir ou pas, parce que Beraldo, il y a quand même eu un agent étranger commissionné, enfin mandaté plutôt, pour lui trouver un club. Alors, honnêtement, moi je pensais qu'il finirait à Villarreal, et finalement Villarreal a fait signer Renato Veiga, qui est d'ailleurs un gaucher comme lui. Donc voilà. Est-ce que c'est fiable Noam Camara? C'est un bon jeune, mais on parle d'un très jeune joueur, hein. Il est arrivé au PSG même en jeune, il y a un an à peine, hein. Donc laissez-lui le temps. Là, quand on parle mercato, il est pas dans les. Enfin, je suis pas sûr qu'il soit dans les 20 noms qui sortent en premier aujourd'hui au PSG. Donc, il a pas non plus. Est-ce que le PSG ne ferait pas signer un mec juste parce que Noam Camara et tout ça? Bon, ça me paraît aujourd'hui être un peu trop prétentieux pour ce jeune qui a joué 3 matchs en pro, c'est ça? Donc bon, c'est un peu difficile de le compter là-dedans. Et la question, c'est plus devant ou au milieu. Mais au milieu, on n'a pas l'air de vouloir s'activer. On a eu quand même 0 nom de milieu de terrain qui sont sortis durant l'été, à ma Bah, globalement, connaissance. en termes de noms et de rumeurs, On n'a c'est le rien. mercato, je pense, le plus calme, mais même avant QSI, enfin, même quand tu avais 10 millions de budget Ah ouais, que t'avais plein de Cologne noms. Capital t'octroyait généreusement, t'étais lié même sur des rumeurs bidons de joueurs, etc. Mais là, ça a été vraiment le calme plat. Je crois qu'il y a eu la rumeur sur un jeune ailier brésilien à un moment. Ouais, Ryan, mais même Euh, Ryan, c'était une prise de renseignement. D'ailleurs, il a marqué un joli but ce week-end. oui, Belle frappe en force sous la barre. Mais tu mais vois, vraiment, sinon, depuis juin, enfin, t'as fait signer les deux seuls joueurs pour lesquels tu as entendu des rumeurs, à savoir Chevalier et Zabarni. Donc, je suis pas sûr. Forcément, quand le PSG cherche, bah, ça s'ébruite, j'imagine. ouais, ouais, Quoique tu mais as l'exception Pacho où bon, le transfert s'est fait. bah, à Donc, l'exception, ouais, t'as su l'intérêt et la finalisation du transfert le même jour. Safonov, hein, Mais pareil. Safonov, on l'a su, c'était. Safonov, il y avait eu le nom a été sorti un peu quelques jours avant, mais bon, c'est vrai Franchement, que c'était allé vite, hein. Et tu vois, ouais, c'était allé pareil, vite aussi. Beraldo, pareil, hein, on l'a su, c'était fait, hein. Globalement, au PG, il y a deux méthodes. Soit ça dure des semaines, voire des mois. Zabarni, Les Neves, Vas, Doué. Pareil, Doué, ça a ouais. duré des semaines, des mois. Voilà. Soit ça va très très vite. Limite, c'est déjà signé. Bam. Voilà. Donc, ça peut je pense que le PSG est capable d'aller très très vite, hein. Pour peu enfin, de l'argent et dans le PSG en a. Le projet est pas trop dégueulasse, hein. C'est plutôt attirant de jouer pour le PSG de Luis Enrique, il faut pas faire semblant. Donc tu peux trouver. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de départ. Dans les joueurs, enfin si, je pense que le loft il va être vidé, hein, que ce soit Solaire, Asensio, Mhm. Colomboigny. Pour moi, ils vont tous partir honnêtement. Allez, petit doute sur Ousni qui a un gros contrat pour un joueur qui a rien montré en professionnel, mais les autres, ça va tout partir. Le plus dur à faire partir, à mon sens, c'était Renato parce que lui, il a les Ouais, blessures. c'est sûr. Les autres, Asensio, je suis sûr qu'il va retourner à Aston Villa ou qu'il va se trouver un club anglais ou peut-être même Oui. que les Turcs vont revenir à la charge, hein. Faut pas oublier que les Turcs ils finissent plus tard le mercato. Comment il s'appelle? Solaire, pareil, il y a bien un moment ça va se débloquer entre Brighton, Villarreal, machin chose. Est-ce que je serais qu'à moitié surpris, pareil que avec Villarreal, on arrive à boucler Tenas et Solaire en même temps. En mode, ok, vous prenez le gardien, mais vous prenez aussi Solaire avec et vous faites un chèque ou un truc du genre. Ça peut se faire Là, comme ça, par sur ces exemple. joueurs-là, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y ait enfin, le moins possible De de près. transferts temporaires en fait de prêt. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça, Mais bon, pour bah, cela, il faut espérer que Ça, sur par un contre, ça va moment être comme ça, compliqué, je pense, hein.
Oh non, Solaire, ça peut partir. Quitte à faire. Solaire, le salaire est assez, ouais, suffisamment bas pour peut-être espérer qu'il quitte le club définitivement, mais Mais par exemple, même Tenas, Asensio, par exemple, ça paraît être un prêt, hein, a priori. oui, oui, Donc oui, oui. possiblement une Alors ça, c'est prolongation de bizarre. Tenas au PSG et après derrière. À voir. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que des départs vraiment dans le groupe pro, le vrai groupe pro, Mhm. celui à boucler absolument, évidemment, c'est Donnarumma parce que ça va être la merde sinon. Enfin, faut le dire comme c'est, hein, ça va être le bordel. Hein. Là, visiblement, pendant qu'on prend un podcast, il y a Fabrice Hawkins qui disait que ça pourrait se faire autour de 30 millions. Bon, Il est toujours lié à Ederson aussi. Après, à voir si toujours, ouais. City n'a pas décidé d'accélérer malgré tout. Mais c'est Bah, vrai que c'est assez étonnant parce que je pense que Fabrizio Romano disait qu'il y avait quand même des discussions entre City et le PSG. hmm. On n'a pas vraiment la teneur de ces discussions et de savoir vraiment où sont les négociations. Après, j'imagine qu'entre City et le PSG, les négociations elles se font pas entre voilà, un directeur sportif adjoint. Hein. Je pense Bah, que ça doit remonter un petit peu plus haut, on va dire. moi, c'est un truc, justement, je m'interroge un peu, c'est à quel point les dirigeants qataris, donc là, on parle du grand patron, tout ça, va accepter de laisser partir un élément quand même important de son équipe à City. Des transferts entre le PSG et City, il y en a eu zéro. Quand je dis zéro, c'est zéro. Donc je suis un peu perplexe quant à la finalité de cette affaire Donnarumma qui irait à City. Je me méfie un peu pour lui du veto venu d'en haut en mode non, non, en fait, tu vas pas là-bas, quoi. Tiens, bonne question. Est-ce qu'il y a une chance pour un départ de Safonov? Moi, je continue de penser qu'il peut pas. Si c'est pas cet été, ce serait peut-être cet hiver, mais je vois pas comment il peut y avoir de collaboration entre Safonov et Zabarny. Mais vous avez vu aussi là, ben, je pense que tu as fait la remarque, ou plusieurs ont fait la remarque, le fait qu'ils apparaissent pas sur les mêmes photos, etc. Jamais. Euh, Ah, ça c'est sûr, c'est une évidence. donc ça Ah veut oui, dire que mais tu ça, peux pas avoir un le club va match, devoir être prudent. mais tu peux pas avoir un match en fait où tu as Sabarny et Safonov dans la même équipe. C'est-à-dire que tu joues un match de Coupe de France, tu dois faire jouer Renato Marine en fait, si Zabarny est titulaire. Ou si par exemple Chevalier est exclu ou est blessé sur un match et que Zabarny est titulaire, faut faire rentrer Renato Marine. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est complètement fou. Ça pose des problèmes. Hein. C'est une situation à résoudre d'urgence. Donc, si possible cet été, mais au plus tard cet hiver, si jamais c'est vraiment le cas. Mais c'est quasiment écrit noir sur blanc dans le Parisien, je pense que ça devait être hier ou aujourd'hui, en disant voilà, le PSG veut pas qu'il apparaisse sur la même photo. Enfin, fais attention à ce qu'il apparaisse pas sur la même photo. Euh, voilà, parce que ça pourrait être mal vu, etc. Donc, Hmm. je... À voir. Mais moi, je suis d'accord. Je vous l'ai dit. Enfin, suivez le compte. Enfin, Zabarny, pour ceux, il y a eu plusieurs portraits qui ont été publiés. Le mec, en 2022, au début de la guerre en Ukraine, il voulait aller prendre les armes. On parle pas d'un type qui est là. Non, il y a 2 jours, il était encore en train de partager un truc sur l'indépendance de l'Ukraine, qu'elle avait été méritée et tout ça. Je, je vois Mais pas comment. il y avait la fête de l'indépendance de l'Ukraine il y a C'est quelques ça, jours. ouais. Donc, ouais. Enfin, vous suivez son compte Instagram, vous apprenez toute l'histoire patriotique de l'Ukraine en moins de 3 semaines, quoi. C'est un peu compliqué. Après, je pense que éventuellement, il n'aura pas de problème personnel avec Safonov, qu'il est capable de passer au-dessus de ça. Mais par rapport à l'image au pays, c'est inenvisageable qu'un des 3 ou 4, on va dire un des 5 sportifs ukrainiens les plus connus du moment, les plus respectés, soit en photo avec un joueur russe, international russe qui plus est. Donc je vois pas comment ça peut durer. Et puis même, enfin, une personne qui écoute le podcast m'a fait un commentaire l'autre jour très juste sur comment dirais-je, sur la façon dont le PSG, c'était dans les commentaires du dernier podcast, la façon dont le PSG a découpé les images pour pas faire apparaître sur la même image Safonov et Zabarny. On en est à découper des no comment ou ce genre de trucs dans tous les sens pour pas les voir ensemble. Donc ouais, il y a forcément un moment où ils vont apparaître ensemble en fait. Ou alors, comme le dit Mathieu, ils peuvent pas jouer les mêmes matchs. Attendez, on marche sur la tête quoi. Donc je sais pas comment ça va se finir, mais je vois pas comment non plus on peut rester. Hein. Est-ce que c'est pour ça que le PSG veut pas finalement lâcher totalement Tenas et part de prolonger et de prêter à ce qu'ils reviennent l'an prochain ou autre? Mais très très bizarre cette affaire. Et côté ukrainien, il répétait encore il y a pas longtemps, là, je disais la presse ukrainienne, que à moyen terme, il y aura pas les deux ensemble et que il y aura que Zabarny et Safonov. Il va reprendre l'avion direction la Pampa, quoi. Enfin, la toundra plutôt. Bon, on verra comment ça va se finir en tout cas. Euh,
qu'est-ce que je voulais vous dire? En termes de donc Mathieu, pour toi, ça bougera plus dans le sens des arrivées. Tu es toujours. Après, il faudrait voir effectivement s'il y a un départ, etc. Mais Ouais, le départ le plus probable, c'était Lee Kangin, ou le plus envisageable. C'était Lee Kangin, mais voilà, les échos qu'on a, et ça a été aussi à la fois dans la presse française et aussi la presse espagnole, il faudrait vraiment une offre très importante. Lui sonde le marché, voudrait bien être titulaire dans un autre gros club. Déjà, il faut trouver ce gros club en question, possiblement Tottenham, j'imagine, ou voilà, ce ouais. type d'équipe. Mais Ouais, il faut ensuite qu'ils arrivent avec une ouais. offre importante. Et offre importante, ce serait pas 20 ou 30 millions, j'imagine. Donc, Hmm. c'est Moi, plutôt 40. Donc, je surveillerais bien. Alors, c'est dommage, je pense qu'il voudra pas y aller parce qu'il se considère mieux que ça. Mais un Crystal Palace qui vient de vendre Eze à Arsenal, qui a pris un gros chèque. et il S'ils irait a... là-bas, Lee Kangin. Bah, c'est ça qui m'inquiète. Je me dis, il ira pas à Crystal Palace. Il se voit trop beau, quoi. C'est ça qui est dommage. Mais bon. Le petit jeune latéral droit, Boli, mais il a pareil, il a 15 ans, il est encore plus jeune qu'Mbaye, Boli. C'est comme ça. Donc voilà. On nous dit, je comprends pas comment on peut comment on peut laisser passer des talents comme Akliouche ou Mora pour Lee qui risque de partir d'ici un an au max. C'est vraiment bizarre, non? Alors, déjà, Mora, il joue pas du tout au même poste que les deux autres. C'est un droitier qui joue côté opposé. Le PSG peut pas faire signer tous les joueurs non plus. C'est un truc très important. Et pourquoi on le valorise? Et il y a aussi à quel point le PSG valorise ses propres joueurs par rapport à ce qui se fait ailleurs. Je sais que en football, l'herbe est souvent plus verte ailleurs, mais au PSG, ils ont une vision de leurs joueurs qui est très très haute. Très 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 haute. Il suffit de voir les montants demandés, hein. Et ils considèrent pas forcément de leur côté que ces joueurs-là vont leur apporter beaucoup plus que ce qu'ils ont à disposition. Et Et je puis, vous... il y a certains joueurs pour lesquels ils seraient prêts à les remplacer. Et d'autres, ce serait un peu moins le cas. Là, Hmm, typiquement, cet été, la priorité, c'était pas au poste de liste, c'était pas Clio, c'était Massantuono. hmm. Que là, c'est à peu près acquis que voilà, Luis Enrique, d'ailleurs, ça a été confirmé. Luis Enrique l'avait appelé, et c'était vraiment un transfert qui était proche de se faire avant que le Real n'emporte la mise et surenchérisse. Mais donc, a priori, à Clio, déjà, il était peut-être numéro 2 dans la liste, voire il était peut-être même pas du tout dans la liste. Alors, à tort ou à raison, peut-être qu'ils évaluent mal le potentiel d'Akliouche et voilà, c'est un joueur qui ferait du bien au PSG, etc. Mais ça n'a pas l'air d'être si évident que ça aux yeux des décideurs. Donc Et après, attends, voilà, est-ce qu'il se trompe ou pas, ça on ne sait pas, mais ça a l'air si, de pas être le cas. En tout cas. et si je peux me permettre, il n'y a pas que le PSG, hein. À Cliouche et Mora, Enfin, ouais. tout le monde connaît le prix, hein. Mais le prix, tout le monde le connaît. Ça fait 4 mois que tout le monde connaît le prix. Il n'y a pas il y a que les Saoudiens qui ont tenté Mora. Les autres, il n'y a pas le début d'une offre, en fait. Il n'y a que Donc, Leverkusen qui a tenté à Clio. et ils l'ont pas tenté beaucoup, beaucoup non plus, hein. Mm. Donc, au bout d'un moment, Rodrigo Mora, ok, c'est bien, mais bizarrement, les recruteurs sont pas tous emballés, on va dire. On m'a dit Mora, Mais là où c'est assez intéressant, c'est que quand même, Lee Kangin était plus ou moins sorti des plans de Luis Enrique à partir de fin mars. ouais. Sur la fin de la Ligue des Champions, il joue 0 minutes face à Aston Villa, 0 Ah minutes bah, face à Arsenal, Mathieu, 0 minutes face à l'Inter. la sortie de Et piste à Anfield n'a pas été pardonnée, hein. Je- quand il part en touche, il part en touche face à Liverpool, il avait joué juste la prolongation face à Liverpool. Donc c'est un joueur qui a été vraiment très résiduel sur toute la phase finale et donc la victoire finale du PSG en Ligue des Champions. Je me serais quand même attendu à ce que le PSG fasse quand même un joueur à ce poste, quoi qu'il arrive, même si c'était pas son premier choix. Mais visiblement, on est vraiment dans l'idée de, voilà, si t'as pas ton premier choix et si t'as pas le joueur qui correspond vraiment à ce que tu veux en termes de qualité et de profil, bah tu fais avec ce que t'as et parce que tu considères que ce que t'as C'est est déjà très déjà bien. de très bon niveau et après tout, il y a toutes Oui, les raisons c'est de penser. suffisant. Ouais. C'est suffisant en tout cas pour la première partie de saison. Après, on verra en deuxième, mais de toute façon, bah, en deuxième partie de saison, généralement les effectifs, enfin les joueurs sur lesquels le coach compte pour les matchs vraiment importants sont de plus en plus, enfin sont de moins en moins nombreux quoi. Les groupes se resserrent et donc bah, ceux qui n'auront pas réussi à s'illustrer là bah, perdront en importance. Mais bon, Lee Kangin, évidemment, c'est un joueur qui est clairement améliorable dans cette équipe, mais qui a quand même sa place, en tout cas enfin, dans le groupe, quoi, dans la rotation. Voilà, il apporte, en tout cas au staff, il apporte certaines garanties. Donc il y a pas de raison en fait
de chercher à le bazarder, entre guillemets, si y a pas la possibilité de faire mieux à un coût raisonnable, quoi. Et puis l'avantage de Lee Kang-in, c'est qu'il couvre énormément de postes en fait. Il a joué Oui, littéralement tous les postes du milieu et de l'attaque au PSG depuis qu'il est arrivé. Ouais. Donc, oui, les 3 postes au milieu et les 3 postes de l'attaque. Et ce qui veut dire que si tu le lâches, bah, si tu prends un pur ailier droit, bah, tu te retrouves avec le milieu un peu découvert, surtout que tu veux utiliser Zaire Emery et Neves comme doublure d'Hakimi. Et si tu prends un milieu de terrain, bah, là, c'est plutôt l'attaque. Il peut se retrouver un peu dégarni en cas d'absence d'un ou deux joueurs. Donc, c'est peut-être aussi ce qui retient, ce qui fait que voilà, le PSG est pas pressé de pousser Lee Kang-in vers la sortie. Et d'ailleurs, Mastantuono avait un profil assez similaire, parce que il peut jouer, voilà, ce type de joueur créatif, gaucher, qui peut jouer sur le côté et aussi à l'intérieur. Mais, et voilà, ça peut être l'une des raisons qui explique ce choix-là, en tout cas numériquement, puisque là, on est en train de parler d'une éventuelle recrue si jamais il y avait un départ et possiblement celui de Lee Kang-in. En tout cas, numériquement, on va rester vraiment dans le même type d'effectif qu'on a eu depuis janvier, avec 3 gardiens, 18 joueurs de champ et des jeunes joueurs ensuite comme Mbaye et Camara pour compléter. Donc, après tout, on a fait une quarantaine de matchs depuis janvier avec ce type d'effectif. Là, entre août et décembre, il y en aura 25 environ. Ouais. Donc, c'est raisonnable sans compter les transferts internationaux, bien sûr, dans les 2 cas. Mais, en tout cas, ça semble parti pour être voilà, le renouvellement, on va dire, du profil d'effectif, du type d'effectif qu'on a eu depuis janvier et qui a bien porté des fruits. Un effectif assez ramassé avec beaucoup de joueurs polyvalents. Évidemment, ça suppose d'avoir aussi un peu de chance niveau Oui. disponibilité, bien sûr. Non, mais clairement, je pense qu'on est parti, comme tu dis, comme l'été dernier. On n'arrive pas à avoir le joueur numéro un. Bah, soit on attend, on arrive à trouver un excellent remplaçant, soit on attendra Noël, on reviendra à la charge et peut-être même que ce sera que l'été prochain. Mais clairement, on est dans Et puis, tu peux avoir d'autres besoins qui apparaissent sur les 4 prochains mois, hein, et qui Ouais, c'est ça. redéfinissent un peu ce que tu veux vouloir Mm. pour ton effectif. Ouais. Bah tiens, on nous envoie le truc de Alfredo Pedula, comme quoi le PSG, voilà. Alors, Alfredo, bon. Je suis bloqué sur Twitter depuis 10 ans Moi par Alfredo aussi. Pedula. Mais Je suis pareil. D'ailleurs, un des rares trucs que Elon Musk m'a apporté, je peux de nouveau accéder à ces saucisses depuis qu'on peut voir même les gens qui nous ont bloqués. Donc alors, Alfredo, si vous voulez une anecdote sur Alfredo Pedula qui va vous amuser un peu, allez, alors vas-y Alfredo Mathieu. Pedula, il est notoirement connu en Italie pour avoir des comptes secondaires dans lesquels donc des comptes secondaires avec 10 abonnés, 15 abonnés sur Twitter, des faux profils créés par intelligence artificielle, les photos. Donc tu vois clairement les photos sont mal faites et tout ça. Et ce type de compte qui vient répondre sous ses tweets en disant ah voilà enfin tu donnes une très bonne info contrairement à Romano, contrairement à Di Marzio. Et Romano et Di Marzio répondent à ces tweets-là en disant tiens ça me rappelle quelqu'un, ça me rappelle quelqu'un. Et donc il y a une sorte de guerre entre les trois avec Di Marzio et Romano notamment qui se privent jamais de lancer une coordonnée envers Alfredo Pedula qui se retrouve un peu ridiculisé avec des faux comptes qu'il crée à tour de bras. Donc il a un faux compte de supporter du Napoli. Allô? Non mais on a perdu Mathieu. Mathieu, reviens, tu peux pas nous laisser là. Mathieu, Qui répond en retour. attends Mathieu, on a coupé. Il y a un faux compte du Napoli et qui d'autre? Il y a tous les clubs, c'est ça? Oui, de tous les clubs. Ouais. Il a plusieurs faux comptes secondaires où il vient voilà, se jeter des fleurs lui-même et en même temps casser du sucre sur ses collègues qui en réponse ben, voilà, viennent un peu chambrer là-dessus en disant ah tiens ça me rappelle quelque chose ce compte-là. Ou bien comment tu vas Alfredo, enfin ce genre de choses, il se prive pas pour leur plus rendre la monnaie de sa pièce. Mais qu'est-ce que serait le football sans l'Italie, Mathieu? Je me demande. Bah, la Coupe du Monde 2026 va nous dire, mais en tout cas, on se régale de ces anecdotes. Ah mais c'est un vrai business le mercato en Italie, donc Ah ben, il y a beaucoup de concurrence on va dire. non mais ouais, vous voyez que la Gazzetta ou au pire toute la presse italienne résumée en un tweet, tout ça.
Mais tous les jours, il y a l'article du jour de la Gazzetta sur le Randall Colomwani. Hein. Ils nous ont fait déjà 10 titres ou 20 titres différents en rajoutant Colo Day ou Colo je sais pas quoi. Ils arrivent toujours à trouver un jeu de mots foireux, mais tous les jours, il y a le même article. C'est extraordinaire. Donc, je sais ce que c'est que le mercato en Italie. Effectivement, que serait le Corriere dello Sport sans le mercato? Je ne sais pas. Il y aurait beaucoup moins de pages, en tout cas. Le jour J, c'était il y a 10 jours. Non, mais les Colo Day et tout ça, ils nous en ont fait 10 et tout. Donc, globalement, c'est au bout d'un moment, quand ça se fait vraiment, le ton change et en général, Sky Sport s'en mêle. En résumé, hein. Mais bon, ça fait partie du folklore italien qu'on aime tant. On a fait le tour pour aujourd'hui. Donc déjà, on a fait 1h50 de podcast. J'espérais boucler ça en 1h30. Faut savoir que j'ai dit dans ma tête, je vais vous expliquer comment s'est passée l'organisation du podcast. Je m'étais dit, on va être que trop. Comme je suis fatigué, on va inviter que 3 personnes, comme ça durera pas trop longtemps. Donc, Daryl a été préféré à Blaise parce que Blaise fait des phrases trop longues. Voilà exactement la vraie raison. Mais ça a quand même duré 1h50. Mais on se voit demain, si j'espère, en tout cas, donc vous retrouvez pour dédicacer les livres et tout ça. Et puis au pire, s'il y a moins de monde que la dernière fois, on pourra parler plus longtemps, donc c'est cool aussi. Je vous embrasse tous. Je vous dis donc, si vous voulez faire dédicacer votre exemplaire de Merci Paris ou en acheter un, je serai à partir de 19h au Loup Pascalou, 14 rue des Panoyaux dans le 20e. Daryl sera de passage, donc Blaise, j'espère, sera de passage. On me dit si je suis Blaise, je fais la gueule. Non, mais il le sait très bien qu'il fait des phrases longues. Ne vous inquiétez pas, il est au courant. Hein. Il le sait. Hein. Et il fera pas la gueule, on l'aime trop. Et il reviendra dès lundi prochain normalement avec nous. Mais en tout cas, donc je serai là demain pour dédicacer. Mathieu ne sera pas là puisqu'il est déjà reparti dans sa contrée à lui. Je ne vous dirai pas laquelle. Et voilà, le prochain podcast sera donc lundi prochain. Il me semble qu'on aura fini le mercato puisque le mercato a été avancé au 1er au 1er septembre pardon, à 20h. Donc on n'aura pas une Ziyech en direct. On aura le fameux podcast du lundi 1er septembre avec le débrief du match, le tirage au sort de la Ligue des Champions, le bilan du mercato, etc., etc. Donc on vous laissera pas tout seul. Sur ce, un immense merci. Merci à Bisou pour le sub en cours d'émission. En plus, Bisou était mon fournisseur de cookies durant la dernière séance de dédicace. On me dit, je pourrais pas dire, je suis dégoûté. Je suis désolé, j'ai fait 2 séances avec un mois d'écart et tout ça, justement, pour pouvoir toucher le plus de personnes et voir le plus de personnes et tout ça, mais c'était compliqué pour moi d'en faire une 3e. Techniquement, j'ai abrégé mes vacances d'un jour pour venir faire la séance de dédicace. Voilà, pour vous, les amis, les podcasteurs, les lecteurs du site, du livre et tout ça. Donc voilà. On me dit jeudi 18h le tirage. Ah bah ça m'arrange pas ça. On va se débrouiller. Allez, bonne nuit à tous. À très vite. Encore merci. Et à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ou à demain pour les autres, excusez-moi. Ciao tout le monde. Bonne nuit, bisous. Et vive l'open source toujours. Je peux vous dédicacer vive l'open source. J'en ai fait quelques-uns dans des bouquins. Salut tout le monde.